Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode d'Imago. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Arthur Sevestre, illustrateur et réalisateur de courts-métrages d'animation. Il nous partage aujourd'hui son parcours, ses références ainsi que le développement de ses différents projets. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Merci de nous recevoir pour ce podcast, c'est top. Ce que je te propose, c'est que pour les gens, tu te présentes un petit peu. C'est un peu vaste, il y a plein de trucs, donc on va aller rapidos. Mais bon, je m'appelle Arthur Sevestre, j'ai 27 ans à ce jour. Alors j'ai commencé par faire des études de cinéma à la fac, à Paris 3. Il y a longtemps, en fait, j'ai fait 10 ans d'études, donc ça a été un long parcours. Et j'ai commencé par des études de cinéma à la fac qui étaient en fait principalement pour avoir le temps à côté de faire de la musique. Parce qu'à l'époque, je jouais dans un groupe de musique et puis dans un autre ensuite, etc. Et ça m'a plu quand même, mais bon, c'était un peu anecdotique, quoi. Finalement, les groupes se sont arrêtés, la fac, j'aimais beaucoup, etc. Machin. Je suis resté jusqu'en Master 1 et j'ai arrêté parce que je savais que je voulais pas être chercheur, quoi. J'étais à Paris 3, en fait, qui est vraiment historiquement la fac de théorie du cinéma, de recherche. Et donc c'était hyper intéressant, mais je savais que je ferais pas ça de ma vie, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter et c'est là en fait parce que parallèlement aussi j'avais commencé à dessiner en fait quand mes groupes se sont arrêtés. C'est un peu un truc qui est venu tard pour moi, mais j'avais toujours été plus ou moins intéressé par le dessin, etc. Et je me suis vraiment mis en fait à ce moment-là. J'ai pris des cours et ensuite je suis rentré à l'atelier de Sèvres en prépa, et après l'atelier de Sèvres en prépa je suis allé dans l'école supérieure d'atelier de Sèvres qui s'appelait l'ASA à l'époque, l'atelier supérieur d'animation. Et après ça, je suis allé à la Poudrière à Valence. Donc ça fait 3 à l'ASA, plus 2 à la Poudrière, plus 1 en prépa avant, plus 4 ans de fac, ça fait 10. Voilà. Ok, ouais, pas mal. Donc je viens de sortir de l'école à 27 ans. Yes. Et est-ce que, rapidement, là, sur les écoles que tu as faites, là, Atelier de Sèvres ou même la Poudrière, t'en ressors, t'avais plutôt une bonne expérience de ces deux écoles-là Bon, alors déjà, j'ai adoré Paris 3, par exemple, aussi. Okay. La section cinéma de Paris 3. Ça a peut-être changé, mais j'avais trouvé que c'était vraiment... pour le coup, c'est aussi quelque chose d'assez politique, tu vois, mais il y a de moins en moins de budget pour ce genre de filière, en fait, pour la filière cinéma, qui est vraiment une filière de pure pensée, un peu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de... C'est pas un truc sur les médias, c'est pas un truc sur la com, etc. Machin, c'est vraiment de l'analyse critique des films, quoi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper enrichissant. Et on t'apprend à réfléchir, en fait, quoi. C'est pas, on t'apprend rien de manuellement, techniquement, tu sors de là, il n'y a pas de débouché, c'est compliqué, quoi. Mais vraiment, on t'apprend à réfléchir, et je trouvais que ça, c'était un truc super précieux. Et en fait, j'y suis allé un peu, pas à contre-cœur, mais sans trop être convaincu par ce que j'allais faire, parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout ce que j'allais faire à côté de la fac. Et finalement, c'était, je pense, un truc qui a été vachement important pour moi, quoi. Et ensuite, l'atelier de Sèvres, moi j'ai eu... je sais pas, ça a changé en plus depuis. Maintenant, le truc est passé en 5 ans. L'école que j'ai faite, quoi, est passée en 5 ans, alors que moi c'était en 3, etc. Donc c'est difficile d'en parler, mais c'était très libre, et moi j'ai aimé ça, je pense, à ce moment-là. Après, c'était compliqué, mais je me rends compte maintenant, je pense que c'est un truc aussi qui est différent à Paris de ce que j'ai vécu à Valence ensuite. Mais il y a quelque chose de très stressant. Et on était hyper stressés à l'atelier de Sèvres. Je pense qu'en plus l'école était toute jeune, il y avait un côté on est dans l'ombre des gobelins, tout le monde pense qu'à ça là-bas, tu vois, c'était moi le premier aussi d'ailleurs au début, et donc t'es un peu une sorte de... t'es en train d'essayer d'avaler ton échec pendant la première année peut-être du concours des gobelins, puis ensuite je sais pas quoi, et donc c'est une école un peu compliquée, quoi, je pense, et donc l'ambiance évolue aussi progressivement dans les classes, mais franchement au final c'était des chouettes années, quoi. Le problème, c'est que moi, il y a eu le Covid en fin de 3e année. Ouais. Du coup, ça a vraiment coupé l'herbe sous le pied, même à ma classe, en fait, quoi. Même avec les gens, on s'est perdu de vue, parce que dès le mois de mars, on s'est plus vu. Puis après, on s'est revu en septembre pour les jurys, quoi. Et en fait, là, moi, j'étais à Valence. Bref. T'avais un film de diplôme, donc, que tu faisais pendant le Covid ? Ouais, qui n'existe pas. Okay. Que vous verrez peut-être, je sais pas, l'animatique, quoi, un jour, mais vous verrez peut-être l'animatique, mais que j'ai jamais fini. Ouais. C'était une comédie. Et puis t'as plus envie de bosser dessus maintenant On verra. Ouais. On verra. Mais c'était une comédie musicale avec des foules, c'était absurde. C'était absurde à faire tout seul. Ça durait genre 6 minutes, 7 minutes. Ah oui, ambitieux.
Mais il y a franchement 3 minutes de film, je pense, qui était fini, quoi. Donc c'est con, mais ainsi va la vie. Et en fait, j'ai voulu ne pas le finir, moi, quand je suis arrivé à la Poudrière, parce que je voulais aussi profiter de l'école, quoi. Et aussi du changement de vie, parce que Valence, c'est quand même différent. Et je voulais voir comment allait être la vie là-bas, et puis rencontrer de nouvelles personnes, prendre le temps de ça aussi, quoi. Et pour le coup, la Poudrière, j'ai trouvé que c'était vraiment. Je pense que c'est la. Enfin, moi, c'est évidemment la formation qui m'a le plus apporté, quoi. Et j'ai l'impression que enfin, je trouve que c'est vraiment une école formidable. Après, c'était peut-être un moment particulier aussi, après le Covid, etc. Mais j'ai rarement eu le sentiment, comme ça, dans ma vie, de pouvoir me laisser porter par quelque chose et d'avoir une entière confiance en ce que ça allait me donner, quoi. C'est-à-dire que l'enseignement qui est donné là-bas, j'ai l'impression qu'il est. Comment dire, c'est les cours et les ateliers, c'est des trucs qui sont petit à petit, depuis 20 ans, affinés, etc., pour être le mieux conçu possible, quoi. Et en fait, c'est la même équipe pédagogique depuis super longtemps, etc. Et donc, tous les exercices sont super peaufinés, machin. Et chaque chose qu'on fait à l'école, c'est sous-pesé et ça a un but précis, quoi. C'est dans le but d'apprendre un truc, quoi. Et ce qui fait que au début, ça paraissait déroutant, quoi, parce qu'on te fait faire des trucs qui sont un peu loin de ce que tu sais faire. Bon, il y a des cours je sais pas, il y a des cours de théâtre, enfin, des trucs comme ça, des cours, je sais plus, qu'est-ce qu'on a fait. Ouais, c'est mime, peut-être. Ouais, des trucs, de la mise en scène, en fait, mais tu vois, qui passe par le corps, etc. Et c'est donc très différent. Il y a des exercices juste de son, par exemple. Et en fait, c'est là où on prend du recul, et c'est malgré tout une école qui tient hyper bien sa promesse, et ça, je trouve que j'ai l'impression que c'est. Enfin, j'avais jamais connu ça ailleurs, quoi. Et en fait, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent former des réalisateurs, c'est ce qu'ils disent, et pour eux, les réalisateurs, c'est pas exactement le truc, t'es un auteur qui divague et qui raconte sa life dans des films auxquels personne ne comprend rien, etc. Machin. Pour eux, un réalisateur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui le dit de manière concrète et qui puisse être compréhensible, quoi. Et même si c'est de manière fine, etc., quoi. Et du coup, ils partent de cette idée-là, quoi, et ce qui fait que pour eux, être réalisateur, c'est quelque chose de très précis, très technique, quoi, et qui implique telle et telle compétence, quoi, et donc ils font ça. Je pense que vous avez un accent quand même mis sur l'écriture, le développement vraiment de la structure du projet. Sur le scénario, un peu, ouais. Mais même ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu comprends, je trouve, à la Poudrière, et ce qui est hyper... je sais pas, ce qui rend assez humble et qui fait redescendre sur terre un peu aussi, c'est que je pense qu'ils te font comprendre que quand t'es réalisateur, tu sais pas tout faire aussi, quoi. C'est-à-dire que le but, je pense qu'on a toujours cette image qui, en fait, d'ailleurs, est étonnamment un peu. Faut que j'évite de parler de politique parce que je vais dire de la merde, mais il y a quelque chose, je trouve, presque d'un peu étonnamment néolibéral, quoi, dans l'image qu'on a du réalisateur, qui est un peu l'homme qui sait tout faire, quoi. C'est-à-dire que t'es l'homme projet, quoi, tu vois. Genre, t'as ton film, c'est toi qui fais la direction artistique, c'est toi qui écris le scénario, c'est toi qui. Surtout en animation, particulièrement en animation. Tu fais le storyboard, t'es une sorte de grand mania, quoi, qui. Et ça existe, et il y a des gens à qui ça réussit très bien, et puis il y en a d'autres, je pense, qui. Je sais pas, il y a plein de gens qui font des films de stop motion qui savent pas animer de la stop motion, quoi. Et juste, ils ont une envie, et puis ils comprennent la mise en scène, etc. Et puis après, bah. Il y a des techniciens qui savent très bien le faire, et mieux le faire que le réalisateur, et ces gens-là d'ailleurs ont envie de faire des trucs sans savoir les réaliser, quoi, et donc c'est ça aussi qui est bien, et on te fait comprendre ça à la Poudrière, que en fait le réalisateur il a une place particulière qui est pas une autre, quoi, qui est pas celle forcément du dessinateur, pas forcément celle du scénariste, pas forcément et surtout pas du mec qui fait du son, par exemple, ou du musicien, et ça c'est super précieux, quoi, comme parce que du coup il y a peut-être des profils qui se mettent en place, ou de gens qui veulent écrire des projets sans forcément les réaliser, ou inversement des gens qui sont plus... pour le coup, à la Poudrière, je pense que la plupart des gens sortent en se disant qu'ils veulent réaliser des choses, quoi, parce que c'est vraiment... Enfin, en tout cas, je sais pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression quand même de ma promo, tout le monde a vraiment eu un goût pour ça fort, quoi, et ça, c'est une école difficile, et je pense que ça marche pas avec tout le monde, quoi. On a eu un peu l'expérience de ça, parce que... Enfin, je sais pas, moi j'ai des connaissances qui ont passé un mauvais moment là-bas, quoi. Mais dans ma classe, ça n'a pas été le cas. Tout le monde a été super content, et je pense que c'est aussi parce que tout le monde était super content que, enfin, tu vois, c'est un truc, c'est une sorte de spirale positive, quoi. La classe est assez importante. Ouais, et voilà, et moi j'ai eu la chance d'avoir une super classe, quoi, et donc on s'est tous motivés les uns les autres, et puis on s'est apporté aussi une sorte
de sécurité étonnante, quoi, et de chaleur un peu mutuelle qui était vachement bien, quoi, pendant longtemps. En plus, vous venez tous un peu d'horizons un peu différents et c'est ouais. très bien. Ouais, puis je pense que c'est un des trucs, tu vois, de la poudrière. Après, on dirait que c'est un podcast sur l'école. Non, en vrai, c'est bien parce que c'est une école qui, pour beaucoup, elle n'est pas forcément, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elle est peu assez peu médiatisée. J'en ai entendu parler par le biais de gens qui y sont allés, en fait, avant tout. Et alors que les Gobelins, il y a vraiment le projecteur qui est mis dessus. Parce que la poudrière est un peu plus laissée dans son côté, à Valence. Franchement, c'est des gens qui sont super. C'est des gens qui ont une vraie éthique, en fait, aussi, qui dirigent la poudrière, quoi. Et ça, c'est un truc qui est vachement. Qui est hyper bénéfique pour les étudiants, qui, en fait. Tu vois, quand tu finis les études là-bas et que tu as fait un film et que tu as envie qu'ils sortent et machin, est un peu contre-intuitif parce qu'en fait, ils sortent pas les films parce qu'ils n'ont pas envie de les montrer, parce qu'ils n'ont pas envie de faire de promotion dessus, etc. Mais toi, ça te paraît débile, pas débile, mais ça te paraît gênant parce que tu as envie que les gens voient ton film. Mais en fait, eux, ils le font par éthique aussi parce qu'ils veulent pas. Si un film marche mieux qu'un autre, ils veulent pas mettre les étudiants en avant plus que l'autre. Ils veulent pas. Et ils ont vachement cette logique-là que je trouve assez belle, quoi. Et en fait, pour eux, le principe, c'est tout ça est un exercice, quoi. Tout ce qu'on fait à l'école est un exercice, donc on va pas commencer à en faire des objets ensuite de com, quoi. Okay, ouais. Et il y a beaucoup de choses en fait qui sont comme ça à la poudrière, et ils ont ce rapport-là à la promotion, quoi. Enfin, tu vois, ils veulent pas communiquer à fond sur les trucs. Il y a des anciens élèves qui sont des réals super reconnus maintenant, qui font des films pour je sais pas qui, je sais pas quoi. Ils communiquent pas là-dessus, enfin, c'est-à-dire qu'ils font pas tu vois, ils envoient pas un mail à tout le réseau à chaque fois que machin quand il y a des prix, évidemment oui, mais tu vois, quand il y a des news business un peu, quoi, genre machin a signé une série pour je sais pas qui, enfin tu vois, bon, là où les écoles tout de suite se jettent sur les choses, quoi. C'est-à-dire que t'as pour le coup faut pas mal parler, mais t'as je sais pas qui était en prépa à l'atelier de Sèvres, un mec qui est un peu percé dans la peinture ou dans le cinéma ou dans la musique ou dans un truc qui a rien à voir, quoi. Il y a un article sur ça sur le site de l'atelier de Sèvres, quoi. Ce que je comprends aussi d'ailleurs, ce qui fait partie ce qui en même temps dessert peut-être la poudrière d'une certaine manière, donc Mais c'est ce que disait Mathis Dovier. Je fais des références à mes propres trucs, mais non, mais dans l'épisode 4, il disait que les écoles appellent vachement pour leur paroisse. Oui. Tu vois, il y a un truc un peu de c'est souvent lui, tu vois, typiquement, lui, il était à Olivier de Serres. Ouais. Il voulait faire de l'anime, mais il a ultra mal vécu parce que les profs, pour eux, quand ils voyaient Mathis dessiner ses carnets, ils disaient mais c'est quoi ces gribouillis, tu vois, c'est ultra abaissant. Et il y a un truc du coup, c'était vraiment genre, tu vois, rentrer dans le moule de l'école. Et il y en a plein, et donc c'est bien que la poudrière ce soit du coup l'inverse total de ça. Il y en a plein qui sont comme ça, quoi. Après, pour beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'il y a un moule poudrière quand même qui existe. Il y a même un style poudrière, comme on dit. Oui, c'est mais j'ai l'impression que souvent à chaque fois dans les écoles, on peut peut-être identifier des choses des points communs qui se font. Mais peut-être que ça se fait aussi par les étudiants ensemble. Mais ce que je voulais te demander, c'était en comparaison, comme tu mettais l'ASA et la poudrière, c'est les deux écoles que tu as fait, il y en a. La poudrière, elle est publique, il me semble, C'est pas vraiment public en fait, c'est une école privée, mais l'avantage de la poudrière, c'est que c'est là où, encore une fois, les gens qui dirigent l'école sont super, quoi. C'est-à-dire que c'est une école qui est en grande partie financée par divers trucs, quoi. C'est-à-dire la région, le fonds de l'Europe, des fonds de l'Europe, genre des chaînes de télé, etc., etc. Et en fait, c'est-à-dire que tous les ans, la directrice de la poudrière, c'est comme si elle montait le budget d'un film pour monter le budget de son école, quoi. Okay. C'est-à-dire qu'elle va voir des gens, elle a des contacts, elle a son réseau, et tous les ans elle demande des sous, etc. Et en fait pour elle c'est un job à plein temps en fait de faire ça. C'est comme la productrice d'une école, quoi, la directrice. Okay. Ça doit jouer un peu dans le... Gros big up à Annick si tu nous écoutes. Love. Et est-ce que du coup tu peux nous parler un peu des films que tu as réalisés à la Pouds Tu dis la Pouds, toi? En plus, je fais l'ancien, quand j'y suis jamais. Mais c'est la fin des mots. Est-ce que vous le disiez du coup ou pas du tout? Pas du tout. La poupou. La poupou. C'est la poupou et c'est la poupou même à l'intérieur, même pour les enseignants de la poudrière, c'est la poupou, quoi. Ok. Ouais, du coup, Et ouais, du coup, vous parliez des films, je vais vraiment couper là. C'est super intéressant. Je sais pas, on a fait plein de films différents aussi, mais disons qu'il y en a. Après, il y avait un gros enjeu pour moi à la poudrière, qui était
pendant ces années-là, en tout cas, je sais pas si c'était à la Poudrière, mais c'était à ce moment-là dans ma vie artistique, mais c'était de réussir à finir des choses aussi sans me lancer dans des projets interminables, enfin, voilà, ne pas me lancer des projets interminables dans le but de pouvoir les finir, quoi. Et ce qui n'était pas gagné, et justement en première année, ça a été super compliqué pour moi, ce truc-là. Et je pense que par exemple, c'est vraiment un des trucs que je retiens le plus aussi de cette école et qui pour moi est hyper précieux, c'est que quelque part ça m'a donné je sais pas si c'est la force ou la sécurité de me dire que je pouvais y arriver ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose en moi qui s'est débloqué et qui a fait que là où avant je me lançais, je sais pas pourquoi, dans des trucs qui étaient, tu vois, une comédie musicale de 7 minutes avec des foules en un an, c'est absurde, tu vois. Sachant que j'ai commencé en retard parce que j'étais en train de finir un clip que pareil, il était débile, que je faisais tout seul, enfin tu vois, etc. C'était un clip pour ça. Ouais. Et mais tu vois, qui était un projet super compliqué pour moi, sur lequel je m'étais lancé tout seul, je devais travailler tout l'été, enfin ça n'avait pas de sens, bref. Et en fait, il y avait cette espèce de truc de le travail, c'est quelque chose qui te met en difficulté, tu vois. Pour moi, dans ma tête, je pense que j'avais un peu cet état d'esprit-là où il fallait toujours repousser ses limites, chercher à faire des plans compliqués, chercher peut-être à impressionner. Enfin, il y avait un truc un peu qui était faire tes preuves un peu. Globalement malsain, disons quoi. Ouais, faire ses preuves quoi. Et je pense, là, ça va faire un peu le mec qui a un avis sur les choses un peu at large, mais je pense que il y a un lexique, tu vois, dans le dessin et dans l'art, quoi, qui est un peu bizarre. Alors, c'est ridicule, mais je suis fils de prof de lettres, donc c'est pour ça que je m'attache au mot, mais on dit toujours être fort, par exemple, quoi. Être fort en dessin, ou genre lui il est trop fort, elle est trop forte, un truc bidule. Je trouve que par exemple, je pense que c'est une sorte de mythologie, quoi, qu'on a dans le travail où être fort, quoi. Il y a cette idée-là de un mec qui est super fort, super truc, et je pense qu'il y a peut-être nos œuvres préférées, enfin moi en tout cas. Je crois pas que ce soit des trucs où on puisse dire que c'est quelqu'un qui est fort qui a fait ça, quoi, tu vois. C'est pas, ce dessin, il est pas genre, ouah, trop fort, quoi. Tu sais pas ce que tu te dis quand tu vois ça, quoi. Et je trouve que quelque part, on a une sorte de regard biaisé, ou pas biaisé, ou je sais pas, mais tu vois, c'est balèze. Ouais. Il y a une sorte de vocabulaire, il y a une sorte de lexique guerrier un peu autour de ça, que franchement, c'est pas du tout par là que je suis arrivé à cette conclusion, mais j'ai l'impression que ça m'a fait du bien le jour où j'ai capté que ce que je préférais faire, parce que ce que je préférais voir aussi, c'est pas des trucs où on se dit que c'est balèze, quoi. C'est pas ça l'objet en fait, quoi. Et après, ça peut être balèze et un truc peut être touchant de manière balèze, quoi, tu vois, mais on va dire c'est touchant, quoi, franchement, ou c'est mignon, ou c'est rigolo, ou enfin tu vois, et je crois que je préférais ça, et c'est ça que j'ai compris à la Poudrière, je pense, et du coup ça fait me dire un peu que, enfin bref, que je suis un immense réalisateur au bout de sa carrière, mais tu vois ce que je veux dire, enfin malgré tout, c'est ce que ça m'a permis aussi, cette école, et dans les films que j'ai fait, je pense que c'est ça un peu le truc qui a compté le plus, quoi, à mes yeux. Et c'est là où, quelque part, le côté c'est des films, mais c'est surtout des exercices à toute sa valeur, quoi, à mes yeux. C'est-à-dire que finalement, ouais, c'est vrai que je l'ai un peu pris comme tel, et ça. Mais tu vois, il y a un truc. Il y a un truc vachement touchant. Là, je pense au film que tu as fait, là, Mon offre personnalisée, que j'ai adoré. Tu vois, je crois que c'est peut-être le premier projet fini que j'ai vu de toi et qui a fait que j'ai commencé à suivre son travail. Et un truc voilà, où t'es vachement dans la subtilité. Il y a des plans qui, je pense, ont été compliqués à réaliser, mais il y en a d'autres qui sont vachement doux. Tu vois. Et là, ça rejoint totalement sur ce que tu disais, dans la technique ou pas. Là c'est vraiment purement, on sent que tu t'es fait plaisir. Et c'est un travail de riche devant le décor et qui a été réussi. Je pense que c'est un peu enfin là ça va être encore enfoncer des maxi portes ouvertes, mais tu vois, ce film je regarde au souvenir un peu amer, je pense, parce que après c'était un moment compliqué de ma vie et tout machin, mais c'était le couvre-feu en fait, c'était ça qui était compliqué tout simplement. Du coup c'était trop chiant, c'est-à-dire qu'on sortait de l'école à 18h, tout était fermé, déjà on sortait après le couvre-feu des cours, donc c'était nul. Et tu partais le matin, il n'y avait rien parce que c'était le matin et tu allais à l'école, quoi. Et puis tu rentrais le soir, tout était fermé, donc déjà pour faire ses courses c'était compliqué, quoi. Et du coup, je sais pas, c'est un film que j'ai fait un peu avec une sorte. C'est le premier film qu'on fait à la Poudrière aussi, donc il y a beaucoup d'enjeux, on se pose beaucoup de questions alors que c'est une putain de minute, quoi. Et bon après. Et je pense qu'il y avait en moi un peu ce truc de vouloir faire quelque chose de balèze encore, quoi, tu vois. Et je pense que ouais, après peut-être que ça se sent pas. Peut-être qu'on peut le voir dans le fait par exemple, tu vois, je pense qu'il y a dans une quantité. Je pense que après, je sais pas si être balèze, de toute façon, c'est pas vraiment comme ça que je comprends toujours les choses, mais
la volonté d'impressionner peut-être, tu vois, ou la volonté que visuellement il se passe quelque chose de ouais, je sais pas, de taper fort du poing sur la table, quoi. Enfin, un truc un peu qui est pas inintéressant non plus, j'espère, tu vois, mais qui fait qu'une fois que tu finis le truc, c'est pas très agréable, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sûr de l'avoir fait à 100% pour moi. J'ai l'impression que j'avais une meilleure idée à l'origine, que j'ai un peu perdu en chemin, enfin, tu vois, etc. Et surtout à l'école, ils ont pas été très contents du film. Du coup, ouais, puis surtout je l'ai fini. En fait, le problème c'est surtout que je l'ai fini 6 mois en retard, quoi. Donc forcément, parce que c'était trop ambitieux on avait 1 mois pour faire ce film techniquement. Enfin, on avait 3 mois en tout et pour tout, mais on avait 1 mois et demi de réalisation et après la prod, c'était très court, quoi. Et ça, c'est sur la première année. Ouais, c'est la première année. Ouais. Et donc, t'as l'impression qu'à partir de ce film, ta manière de voir les choses, sur la manière de créer, a évolué? Bah, je pense pendant que j'ai fini ce film pendant le 3e trimestre du coup de l'école, et en fait pendant cette période-là, j'ai quasiment pas j'ai rien fait d'autre, quoi, que ça, faire les trucs qu'on faisait pour l'école. On devait écrire un projet de série à ce moment-là, etc. Et c'est tout, quoi. Je faisais rien d'autre à côté. Du coup, le soir, je bossais un peu sur le film. J'ai quand même pris mon temps parce que j'avais pas envie de. Et je pense que ça m'a un peu dégoûté de faire des trucs pour moi, je crois, de faire ce truc. C'est-à-dire que je l'ai fini un peu tant bien que mal chez moi, etc. machin, mais j'avais plus envie de dessiner. Enfin, c'était pas un truc où j'avais plus envie de dessiner des trucs d'animation. Enfin, je trouvais que, je sais pas, ça avait perdu de son sens un peu de faire ça. Et j'ai fait une grande pause en fait à ce moment-là, parce qu'après, du coup, il y a eu. Moi, j'ai fini ce film, et après, il y a eu l'été. Pendant tout l'été, j'ai pas dessiné. C'était la première fois de ma vie depuis 5 ou 6 ans que je dessinais pas pendant plus d'une semaine, quoi, un truc comme ça. Là. Puis, du coup, je suis parti en vacances, enfin voilà. Et ça a changé plein de trucs, ouais, ça, pour le coup. Et je pense que finalement, ce film qui était une expérience un peu amère, c'était bien parce que ça m'a réveillé. En gros, je me suis dit que. En fait, la conclusion de ce truc, c'était que j'avais passé un sale moment à le faire. C'est-à-dire quand c'était le couvre-feu, et j'étais en train de faire un film. On n'avait pas de contact donc avec personne à cause du couvre-feu, etc. Et moi, j'étais en train de faire un film qui me plaisait pas, où j'étais pas content, où j'avais l'impression que c'était pas assez bien techniquement, que c'était pas assez bien artistiquement, que c'était pas assez truc bidule. Enfin, rien n'allait, quoi. En plus, l'école n'en était même pas content, c'est-à-dire que voilà, personne n'était content de ce truc. Et à la fin, il y a eu le jury, tu vois, où ils m'ont un peu saqué. Et je me suis dit, en fait, ouais, là, c'est marrant. Genre, si eux, enfin, évidemment, si eux, ils aiment pas mon film et que personne l'aime, en fait, il y a personne d'autre pour l'aimer que moi, quoi. Et donc, franchement, peut-être que c'est ça le plus important, c'est déjà commencer par faire un truc que toi t'aimes bien, et ensuite on verra, quoi. C'est pas très important, tu vois. Enfin, évidemment, si, c'est important, mais advienne que pourra, quoi. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai compris ça, je crois. Et ça paraît, je sais pas si ça paraît débile ou si ça paraît truc, mais ça fait beaucoup de sens. Mais dans mon cœur, c'était quelque chose d'important, quoi. Et du coup, t'es revenu un mois après cette grosse pause, et tu t'es senti changer dans ta manière. Bah en fait, ouais, j'ai l'impression que tu vois, à la rentrée du coup de l'année dernière, je suis arrivé et le seul intérêt que mon film sera intéressant que si c'était un sujet qui me plaisait et que c'était un film personnel, en fait. C'est ce que je me suis dit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... je sais pas... j'avais pas envie de faire un film qui soit compliqué à faire, j'avais pas envie de faire un film... Mon film me plairait si je pouvais arrêter de bosser si je pouvais ne pas bosser le soir, par exemple, quoi. Si je pouvais... Enfin voilà, c'est une année d'études et tout, machin, c'est le moment où il faudrait tout donner, bah ouais, mais vas-y. Si là je décide que... je sais pas, le soir j'ai envie de faire autre chose, si je veux rentrer chez moi à 20h, tu vois, bon, faire des grosses journées, ok, mais faire autre chose le soir, ou faire des petits trucs tranquilles, quoi, je veux faire un film qui me permette ça, quoi, etc., et qui me permette de, je sais pas, de pas avoir des insomnies parce que je serais stressé, parce que je sais pas comment faire tel plan, parce que machin, et en fait c'était super libérateur, quoi, c'est-à-dire que ouais, tout à coup l'enjeu c'était de faire un truc qui me plaisait et qui en plus me ferait du bien, quoi. Et donc ça, c'est à peu près ce que tu as appliqué sur ta 2e année avec, et c'est ce que j'ai appliqué. Film de diplôme, ouais. Gulli aussi. Gulli aussi, ouais. Gulli aussi. En fait, c'est ce que j'ai appliqué jusqu'à ce qu'il s'agisse de vraiment faire l'animation du film. Okay. Où en fait, on avait genre 5 semaines pour faire littéralement 4 minutes. Et là, du coup, pour la Vita. Ouais, pour le film de fin d'études. Okay. Et du coup, ouais, là, t'arrêtes de manger, quoi. C'est un peu. T'arrêtes de dormir, t'arrentes tout, quoi. Mais bon, c'était. Il fallait le faire, quoi. C'était pas trop dans la douleur, du coup, le rush C'était horrible, mais moi je pense que le plus horrible dans tout ça, sur le moment t'es grisé, quoi. C'est-à-dire que tu dors 4 heures par nuit pendant 2 ou 3 semaines. Et un truc étonnant, c'est que du coup t'es un peu maigre. Enfin, bon, je pense que tout le monde n'a pas les mêmes réactions, mais moi j'avais maigri, du coup je trouvais que j'avais un super summer body.
Du coup, j'avais quelque part une forme de satisfaction à ça. Et mais bref, sans compter les cernes et le tympan, mais ça c'est autre chose. Et le fait que de toute façon tu vois personne, parce que à ce moment-là je sortais même plus de chez moi, j'allais même plus à l'école pour une période parce que je perdais du temps à faire le trajet, c'est un truc débile. Mais malgré tout, bon, il fallait le faire. En fait, ce qui est pire, je pense, c'est après. C'est-à-dire que je pense que quand tu fais n'importe quoi avec ton sommeil, ou en tout cas à ton âge avancé, quand tu fais n'importe quoi avec ton temps de sommeil ou je sais pas quoi, franchement, pendant les mois qui suivent, t'as des sauts d'humeur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai des sauts d'humeur terribles, quoi. Tout l'été, c'est. Même si tu te reposes, en fait, ça prend du temps, ton corps se reconstruit, quoi. Et là, tu sens que c'est un peu comme dans les. Je sais pas, dans les mangas, il y a ça un peu, tu sais, ils puissent dans leur énergie vitale, parfois, dans leur espérance de vie, en mode, si tu fais ça, tu vas perdre 5 ans d'espérance de vie, mais tu débloques le super pouvoir, machin, et ils le font quand même. Bah là, ça fait un peu ça, tu vois. Okay, mais bon, ça va encore. Et donc, c'est réparti comment, la production du film vous avez eu 4 semaines de réal, et avant... un peu plus, j'exagère, mais... Bah, en fait, la deuxième année, la poudrière, c'est un truc un peu hyper stimulant, quoi. C'est-à-dire que l'année commence par de l'écriture, l'année commence super cool. Donc ça c'était bien parce que du coup en plus moi j'avais pas dessiné, pas travaillé entre guillemets, mais j'avais beaucoup écrit l'été mais j'avais pas dessiné, quoi. Donc je me suis remis à ça très tranquillement parce que le début de l'année c'est de l'écriture sur le film, de l'intention, du scénario, etc. Et voilà, et ensuite en novembre on fait un truc pour Canal J. Et en fait là on fait plein de petits films, genre il y a les films de 20 secondes que j'ai jamais fait parce que ça m'a plombé. C'était nul ce que j'avais fait, du coup j'ai pas fini. Film d'une seconde, c'était marrant, mais ça dure un jour. Et ensuite il y a... Film d'une seconde. Ouais. Et une seconde. Ceux-là ils sont pas visibles. J'ai pas partagé parce que on a une journée pour faire des films d'une seconde. Bon, ça va, c'est globalement un bon. C'est cohérent, mais là c'est juste que c'est des blagues, quoi. Enfin, film d'une seconde, c'est des formats qui fonctionnent étonnamment bien, hein, mais faut en voir pour comprendre comment ça marche en fait. J'ai vu des montages où ils avaient mis bout à bout, peut-être il y avait des temps de pause entre, mais peut-être une promo entière comme ça. Ils ont pas fait ça ton année? À la projection de fin d'année, quoi, mais pas. Mais c'est cool, hein, c'est marrant comme exercice. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. Ce qui marche super bien, c'est les. Donne des tips si jamais vous voulez en faire un jour, c'est genre les trucs que t'as pas le temps de faire en une seconde. Genre par exemple, tu mets jeu des 7 différences, tu vois, il y en avait un comme ça. Je pense de Joséphine Gobi, et du coup c'est genre trouver les 7 différences, et là t'as une seconde de l'image et puis ça part, donc évidemment t'as pas du tout le temps de regarder tu vois, ou genre où est Charlie, tu me balances une image puis c'est un titre puis ouais, et en fait c'est tout est dans le jeu entre le titre et ce que tu montres ensuite, quoi. Et voilà, ce qui fait que c'est des films qui se ressemblent un peu tous aussi, quoi, etc. Mais franchement c'est assez chouette, quoi. Et donc il y a ça, et ensuite on fait un film pour Canal J, quoi, pour les espoirs de l'animation. Et ça c'est un mois. Ça c'était super bien. Moi franchement j'ai adoré faire ce truc, quoi. C'était pour le coup c'était le truc le plus erratique du monde, vraiment. T'écris un film assez erratique, bordélique, quoi. Enfin non organisé, quoi. C'est-à-dire que tu commences par écrire le film, ce qui est à peu près le commencement, mais un petit dossier, etc. Puis après en fait, tu fais ton animatif, tu te rends compte que ce que tu as écrit, ça rentre pas du tout dans la minute qui est demandée. Du coup, tu raccordes le truc comme tu peux. Enfin, tu fais un peu n'importe quoi, une sorte de schmilblick de trucs. Puis à la fin, tu arrives à peu près à trouver le truc. Et bah là, faut animer un film d'une minute en une semaine, quoi. Donc, mais après, il y en a qui s'organisent différemment. Je pense qu'il y en a qui ont, vu les films qu'ils ont fait, je pense qu'il y en a qui ont fait différemment. Mais moi, c'était un peu comme ça. Après, j'ai fini en retard aussi. Mais bon, et ça j'ai adoré faire ça parce que faire un film pour enfants en fait c'était assez libérateur, étonnamment, alors que je pense que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais justement au niveau du dessin par exemple, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, moi je me dis que c'est pas vrai, mais il y a un truc un peu. Et les enfants ont un peu rien à foutre si t'es nul, si t'es moins bon en anatomie ou en animation ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'est plus important de raconter une histoire ou d'avoir un rythme ou d'avoir quelque chose comme ça. Et du coup c'était assez libérateur, quoi. Juste tu fais moi je fais des dessins qui me faisaient un peu marrer, etc. Je l'ai trouvé très expressif. Le film, t'avais une séquence qui est pas vraiment animée, il me semble. Ouais. Il y a juste le personnage qui reste au centre et les décors. Ouais, c'est ça, ouais.
c'était un bon trick de gain de temps, ça. Ouais, et puis même niveau rythme, j'ai l'impression que ça fonctionnait vachement bien pour avoir avec ta fin juste après. Bah, c'est un peu un... Ouais, j'étais content de ce film pour ça, parce que j'avais l'impression d'avoir essayé quelque chose d'autre, quoi. Et je pense que c'est un peu... On revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure à propos de ce truc de être fort, et je pense que c'est un peu le problème qu'il y avait à l'ASA pour moi, à l'atelier de Sèvres. Le problème que j'ai eu pendant ces années-là, c'est que j'ai l'impression que j'essaie de ressembler à quelqu'un d'autre, peut-être, quoi. Artistiquement, en tout cas. C'est-à-dire que je me perdais à essayer de animer comme un tel, ou dessiner aussi bien que machin, ou faire des trucs comme ci, ou faire comme ça. Ou alors, l'animation, c'est ça. Et faire un film, c'est ça, etc. Et globalement, beaucoup, je pense, en rapport au Gobelin. Dans le rapport aux références que tu avais aussi... Ouais, mais je pense même, tu vois, dans le groupe, quoi, on avait tous un peu ce truc-là, aussi parce qu'on est plus jeunes, aussi parce que machin truc, mais en fait, il y a quelque chose de... c'est un petit milieu, on est peu nombreux, machin, etc. Et puis, tu vois, on vient tous de la prépa, on est tous arrivés là parce qu'on voulait tel truc à la base, et machin. Et du coup, je pense qu'on a une sorte de focus porté sur un truc très précis, quoi, où on veut que l'animation, ce soit tel truc, que, tu vois, on a l'idée qu'il y a... que l'animation c'est ce que fait un tel et pas un autre et machin, et puis que ça c'est moins bien que ça, enfin tu vois, il y a des espèces de hiérarchie entre les choses qui ont un peu éclaté, enfin volé en éclats à la poudrière parce qu'il y avait des gens d'horizons hyper différents et alors je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais du coup en faisant ce film là de Canal J, c'est un peu ce qui m'a... Et j'avais pas de... j'avais l'impression que je pouvais faire ce que je voulais, quoi, et ça c'était plaisant, et du coup c'est un film où il y avait une voix off qui est importante. Et c'est aussi la première fois que je faisais ça vraiment, d'avoir à ce point un truc guidé par la voix, quoi, et c'est ça qui allait mettre tout le rythme du film. Et voilà. Après, j'ai hyper mal casté l'enfant, je pense. Mais c'est pas grave. On dit ensemble que tu t'es fait plaisir en termes de technique à l'aquarelle. Plus tu te trouves en tant qu'artiste, plus tu vas t'amuser à aller sur différentes techniques. Mais même, tu vois, le premier film là, de la poudrière, de la poupou. Tu peux dire de la poupou au pastel, tu testes un peu plein de choses, tu vois. Ouais, après j'ai l'impression de... ça reste... Enfin, je sais pas, tu sais, à la poudrière, tu peux faire des films en peinture animée, et je pense que j'ai l'air d'être le gars le plus... Ah ouais, c'est vrai. Le moins arty du game, un peu... Tu sais, à Valence, il y a l'écran d'épingle où les gens font... Enfin, tu vois, il y a une fille qui fait un film dessus, mais... Mais ça aussi, ça fait du bien en fait de se rappeler que il y a ce côté un peu folklore de l'animation là où... D'un point de vue technique, tu fais ça comment? Tu t'animes surtout en traditionnel? Non, j'anime tout sur... Du coup ce film là je l'ai animé sur TD Paint, mais l'animation c'était vraiment très sommaire, donc c'était rapidos, et ensuite j'ai imprimé les frames, voilà, et j'ai tout repassé à l'aquarelle, quoi, mais... Franchement, en fait, je déteste faire ça. C'était pas du tout une partie de plaisir. En fait, je pense qu'il y a un côté un peu con qui se dit genre, ouais, si je fais chaque frame un peu une illustration, ça va être beau à la fin, quoi. Ce qui est pas le cas, parce qu'une illustration, c'est une image qui bouge pas, et puis l'illustration animée, c'est autre chose. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, dans mon cas, c'était pas très cohérent. Okay, ouais. Ou en tout cas, il faudrait plus réfléchir le truc que juste essayer de faire des aplats à l'aquarelle en se disant que ça va être pareil, alors qu'en fait, les aplats à l'aquarelle, du coup, c'est pas des aplats. Peut-être faire des tests. Ouais. Peut-être, ouais. Mais je pense que, et puis surtout, en fait, j'oublie l'étape de scan, l'étape de nettoyage des scans, l'étape de machin, et en fait, c'était trop chiant. Et en plus, pour ce film, franchement, j'ai un peu bâclé le truc parce que big up à Katia qui m'a aidé d'ailleurs. Et mais franchement, on s'est gouré de format de fichier. Enfin, le truc était pas assis, il y avait pas. Bref, plein de petits soucis techniques. Plein de soucis techniques, alors que je m'étais fait chier à faire tout un film à l'aquarelle, et genre. Au moment du scan, j'ai scanné en mauvaise qualité un peu. Pour quel film? C'était pour le Canal J. Ouais, le Canal J, ouais. Ok, et pour la Vita Nuova, je sais pas comment. Non, la Vita Nuova, c'était un peu plus clean, mais pour le coup, c'était donc les décors sur papier, à l'encre, et ensuite tout animé sur TV Paint. Ok. En dessiné sur TV Paint, il y a eu quelques animes After Effects, mais globalement, c'est des animes TV Paint. Et ça aussi, en fait, c'était un truc très... Et c'est marrant parce que ces jours-ci, j'y repense. Enfin, j'essaie de me reconcentrer là-dessus, enfin de retourner un peu sur ça, mais je pense que j'avais débloqué un peu un truc à ce moment-là en moi qui était
de m'autoriser à faire un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis pas l'animateur le plus patient de la Terre. Enfin, franchement, c'est pas un truc qui me passionne plus que ça d'animer quoi. Ouais. Et ça a souvent été un peu un truc chiant à faire pour moi quoi. Et là sur ce film, c'est la première fois que j'ai pris du plaisir à le faire quoi. C'est-à-dire que il y a plein de plans. Franchement, c'était marrant quoi. C'était pas du tout une corvée. Je pense à un plan de ce film où justement je m'étais dit tiens c'est fort. Ah ouais. Merde. Mais c'était c'était pas ce que je voulais. Dans le bon sens parce que c'est à un moment il y a de la foule et t'animes le personnage. En fait il est pas vraiment animé, il est juste découpé. Il passe un peu comme un fantôme au travers. Ah oui ouais. C'est marrant. On m'a souvent pas souvent. On m'a souvent des millions de personnes. Non. Mais j'ai un copain qui m'a parlé de ce plan aussi. Bah ouais, mais. Je trouvais que l'astuce. Ouais, c'est genre c'est un sticker au-dessus d'une foule quoi. C'est ça. L'animer parfaitement par le mec. Ça aurait été chiant. Et en fait, on sent que tu t'es dit, mais en fait, non. C'est cool, là, ça fonctionne. Et derrière, on sent quand il y a eu plus de plaisir à lâcher derrière. Bah, ouais, ça c'était. Après, je vous cache pas que c'était aussi par souci de temps quoi. Bien sûr. Mais. La vie est un souci de temps quoi, donc c'est ok, c'est valide, mais non franchement en fait c'était j'ai bien aimé faire ça quoi. Ça retranscrit bien l'évolution de ton mode de pensée par rapport au premier film de La Poudrière. Celui-là en fait il est presque anecdotique dans ce truc là. Le film qui est vraiment absurde, c'est la comédie musicale que j'avais commencé à faire avant du coup, où que voilà. Est-ce qu'il y a des images sur ton Instagram? Ouais, il y a des images, il y a des plans de foule où il y a un plan où il y a un petit garçon dans une chambre. Ah, est-ce que c'est ça avec la chambre en désordre et une chaise en feu? Non. Ou c'est pas ça? Non, ok. Non, ça c'est un autre film débile. Parce que celui-là, c'est le premier projet en fait que j'ai vu de toi. Ouais. Un ami avait dû m'envoyer et donc c'est un projet que t'as jamais fini. Est-ce que tu peux nous en parler? Là, on a une note là pour être franc. Projet abandonné, chaise, point d'interrogation. Ça c'est un projet de long métrage super captivant que j'avais commencé. C'est complètement faux. C'était un exercice de 2 semaines à La Poudrière avec Florence Miaille, qui était intervenante, qui était un projet sur bande son. On avait une bande son qui avait été faite par Agnès Poisson, qui est une femme qui fait de la musique concrète. Big up à Agnès Poisson. Big up à Agnès Poisson qui n'écoutera pas, je pense, mais c'est ok. Et big up à toi. Sache néanmoins que j'avais détesté ta bande son et j'avais vraiment trouvé pas inspirante quoi. Et franchement en plus l'année dernière ils ont eu un super beau truc. Je sais pas, toutes les années ils avaient des beaux trucs et nous on a eu un truc que je trouvais vraiment âpre. Et du coup galère de trouver un truc là-dessus, surtout que moi j'aime bien la musique, j'aime bien le son, je pense que c'est un truc important pour moi et du coup là savoir que le truc finit c'est un truc que je détesterais parce qu'il y a une bande son qui me sort par les trous de nez, ça allait être compliqué quoi. Et voilà, donc c'était un truc en 2 semaines que j'avais pensé faire un truc débile. Il y a une chambre avec des décors format A3 sur papier, j'ai passé 1 jour par décor, donc ça fait 2 jours pour 2 décors, sachant qu'il y avait 20 plans dans le film, il y avait 2 semaines. Donc il y avait l'animation, il y avait 30 secondes d'animation à faire en plus. En fait c'est marrant quoi, l'animation c'est très pragmatique quoi, c'est-à-dire que tu peux compter, c'est-à-dire que tu fais 50 frames par jour, t'as je sais pas combien de frames à faire pour finir le film, ça fait tant de jours quoi. Et à chaque fois moi je me disais non mais ça c'est pour les autres, moi je suis au-dessus de ça. Moi même si je fais 50 frames par jour, à la fin je finirai le film, mais en fait non, tu finis juste pas le film quoi. Et voilà. Et La Poudrière m'a aussi servi à me rendre compte de ça quoi. Et tant qu'on est là sur le sujet de la musique, tu avais parlé que tu avais des groupes de musique et on se demandait si ta pratique à côté. On a vu que une story où tu étais dans un studio. Tu avais aussi posté une story il y a plus de temps vraiment où tu fais de la batterie et t'es vraiment doué en batterie. Et du coup, est-ce que ça, on va poser des questions, est-ce que voilà, déjà merci. Et big up, mais je profite pour la page pub parce que du coup je joue dans un groupe qui s'appelle Allo Christine. Et donc voilà, donc ça va. Là on vient d'enregistrer ce week-end même. On a un single qui va sortir prochainement. Donc tu es batteur? Moi je suis batteur. Et voilà, on fera des concerts, mais tout ça c'est des trucs dont je parlerai sur Instagram évidemment. Mais
Mais voilà, et bah, du coup, quoi dire, je sais pas. En fait, c'est un peu un truc que j'ai pas dit dans ma formation, mais vas-y, faisons un petit flashback. Moi, quand j'étais un adolescent, enfin quand j'avais genre 12 ans, quoi, ma passion c'était les mangas. Enfin, j'ai commencé, je sais pas, à lire par One Piece quand j'avais 10 ans, je pense. J'avais genre le tome 1, et je pense pendant un an, j'ai lu le tome 1 de One Piece, l'ancienne édition Glénat avec le bord noir, avec la reliure noire. Et à tel point que j'avais arraché les premières pages, s'arrachaient, enfin les pages tombaient tellement je l'avais lu et relu. Tous les soirs je le lisais, je crois. Et je trouvais ça dingue, quoi. Et après j'ai découvert qu'il y en avait, je sais pas, à l'époque il y en avait genre 30 qui étaient sortis. J'étais en mode, mais il y en a 30 qui existent. Et après j'ai découvert qu'il y avait un rayon entier de mangas. J'étais genre non mais parce que c'était un pote à moi qui me l'avait filé et j'étais pas au courant. Et après il y avait des dessins animés aussi qui existaient. J'étais genre non mais bon. Il y en a combien maintenant 1000 Non, pas je sais pas. En livre, je sais pas, mais en film. Des épisodes, Il y en a. J'ai jamais regardé les dessins animés. J'ai même pas lu. Mais bref, et en fait, et après je sais plus, j'ai lu genre Naruto, enfin les trucs comme ça, quoi. Et c'est un peu par là que j'ai commencé à dessiner. Enfin, je dessinais petit, mais c'est là que j'ai commencé à dessiner un peu sérieusement, enfin en tant qu'adolescent. Faire des dessins. Et qui fait des dessins, quoi. C'est le gars qui dessine au fond de la classe, quoi. Et C'est donc un feuille quadrillé. on est de la même école. Hein. Je pense. J'ai des fanarts de filles. Moi j'ai jamais su faire ça, et d'ailleurs j'avais l'impression que dans toutes les interviews des dessinateurs ils disaient que ouais, j'ai commencé par faire des copies de Dragon Ball Z, etc. machin. Et moi je détestais copier des trucs, je voulais juste faire Faire mieux. Non mais je voulais juste faire mes dessins, quoi. Je sais pas, c'était pas un truc qui me faisait marrer de genre ah ouais je vais recopier le truc. En plus je le faisais mais genre, je trouvais pas ça ouf. Et par contre, genre, je sais pas, mon frère était en mode ah, t'as trop bien dessiné le truc, et ça me saoulait parce qu'il faisait jamais un seul commentaire sur les autres dessins. Mais enfin, j'avais 8 ans. Hein. Et peut-être 10. Et j'avais déjà un ego. Comment ça? Et bref, et non, mais tout ça pour dire quoi. Et en fait, ce qui est un peu triste, mais j'en parle souvent, mais à l'époque, les mangas c'était la honte un peu, enfin, c'était pas du tout un truc stylé, quoi. Je sais pas Ça l'est toujours un peu. Oui, c'est pas. Ouais. Mais après, il y a quand même une époque. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un moment où, genre, déjà, le Japon, ça a arrêté d'être le truc des losers, un peu, quoi. Enfin, le fait d'aimer le Japon, ça a arrêté d'être un truc de geek, quoi. Et puis même, j'ai l'impression qu'il y a quand même des. Enfin, en tout cas, de toute façon, c'est tellement énorme, quoi. Il y a tellement de. Le manga. La France, c'est le deuxième pays qui consomme le plus de mangas, je crois. Enfin, oui, c'est ça, ouais. Un livre sur 10 acheté est un manga, enfin, etc., etc. Après oui, je sais pas, mes parents ont toujours trouvé que c'était de la merde, enfin, etc., donc ça aide pas. Et j'y repense parfois et je me dis putain, je suis un peu amer, c'est-à-dire que ma destinée a été toute tracée. Genre je pense que franchement si personne m'avait si ce truc-là, si le surmoi de la société n'existait pas, je pense que j'aurais été dessinateur de manga, quoi. C'est-à-dire que à 12 ans j'étais je dessinais des mangas tous les jours et je voulais je voulais apprendre japonais, aller au Japon et faire des mangas, quoi. Il y avait aucune galère, quoi. Une école de manga. Ouais. L'enfant, je savais pas que les écoles ça existe. Enfin, je me souciais pas de ça, tu vois. Mais et en fait, quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à prendre des cours de japonais. Et franchement, c'était la honte. Tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais pas d'amis qui étaient dans le cours de japonais. J'avais pas trop. C'était pas mes amis. Mes amis, ils trouvaient que le japonais c'était de la merde. Et à l'époque je faisais semblant que j'étais hétéro et que du coup j'étais attiré par les meufs stylées, etc., machin, et c'était la honte. Je pouvais clairement pas leur parler si je prenais des cours japonais, donc galère. Et bref, du coup j'ai arrêté les cours de japonais, j'ai arrêté de lire des mangas, j'ai tout arrêté, quoi. J'étais en mode ok, activité zéro, on va faire autre chose. Et là j'ai découvert que la musique c'était un peu plus stylé, et du coup franchement je suis un peu venu comme ça. D'accord. Okay. Presque à la musique. Ce qui fait que j'ai l'air super superficiel en disant ça, mais au final, qui ne l'est pas à 14 ans. Et c'est ça en fait, on peut pas te. Et de toute façon, je sais pas. Ouais. Et bref, et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire de la musique et que j'ai arrêté de faire du dessin pendant genre 10 ans, je pense, quoi. Mais donc voilà, et puis en fait, j'ai continué à faire de la musique. J'avais un groupe à l'époque avec lequel on a fait des tremplins, on a fait quelques concerts quand même. C'est le moment où je dis que j'ai joué au Bataclan et dans des grandes salles comme ça, mais parce qu'en fait on était dans ces tremplins, et en fait dans ces tremplins en finale tu joues dans des grandes salles, mais devant une salle à moitié vide, c'est pas, ça compte pas vraiment, quoi. Et voilà. Mais donc j'ai fait un peu de scène aussi, ce que j'aime beaucoup, quoi. Et
Et puis, j'ai arrêté pendant un temps, quoi. Quand j'ai recommencé à dessiner, en fait, c'est le moment où j'avais 2 groupes. Enfin, j'avais un groupe qui s'arrêtait, puis un autre. Ça stagnait un peu, et c'est là que j'ai commencé à faire du dessin. Et bref, ainsi de suite, quoi. Et finalement, aujourd'hui, je refais de la musique, quoi. Est-ce que tu relis un peu les deux maintenant ou pas? Il y a peut-être une exigence de. Comme ça a été super important pour toi, un truc de. T'as forcément envie de. Même c'est peut-être inconscient de mettre cette partie de toi là aussi dans tes productions animées, tu vois, de l'importance de la musique, de. Je l'étais posé. Bonne bande son. La question sur ton film pour Canal J, où il est ponctué par la voix, mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi de la batterie. Voilà. Est-ce que c'est... La batterie faite par ordinateur. comme dans mon film de fin d'études. Mais c'est toi qui l'as faite? Non. Non. D'ailleurs, je joue pas du tout suffisamment bien pour faire ça, donc c'est tant mieux. Je parle de ça parce que j'ai fait aussi de la batterie, j'en fais moins parce que j'ai pas de batterie maintenant sur Paris. Mais mon film d'études, là, il n'y a pas de dialogue. Toute la narration, elle est dictée uniquement par de la batterie. Ah, trop bien. Bah ouais, c'est... Enfin, je sais pas, la batterie, c'est quand même un instrument qui a un... Moi, j'ai commencé à en faire en me disant que c'était le truc le plus facile à faire, quoi. C'est-à-dire que tu vas devant un piano, il y a des notes, bon, à la limite, le piano, c'est ok. La guitare, c'est infernal. Enfin, d'ailleurs, encore aujourd'hui, je trouve que c'est infernal. Enfin, il y a trop de cordes, je sais pas, les gens ont des minuscules doigts. Enfin, je comprends pas comment ils arrivent à toucher la corde du milieu. Enfin, je trouve ça horrible. Les cordes du milieu, pardon. Et tu sais, parfois, t'entends les guitaristes qui disent, attends, t'as joué la corde de là dans ton accord alors qu'il fallait pas la jouer. Et t'es genre, mais comment tu sais? Enfin, comment tu sais? Ok, mais comment t'arrives à ne pas la jouer dans ton... Bref, quelle précision il faut avoir. Et en fait, je me suis rendu compte que la batterie, c'était super compliqué après aussi. Différemment. Mais qui part un peu dans cette histoire de précision parce que c'est l'instrument où tout est acoustique, quoi. Et donc, tout fait résonner. Tu joues une cymbale, tu joues un tom, ça danse dans la caisse claire, etc. Tout vibre, quoi, en permanence. Et donc, il faut jouer avec ça. Et c'est compliqué, en fait. Enfin, je trouve ça super compliqué, moi. Et surtout que j'ai beaucoup joué sur des batteries électroniques, etc. Mais bref. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que du fait de ça, sûrement, il y a aussi quelque chose de très émotionnel un peu dans la batterie. Enfin, après, depuis un certain temps, on est comme habitué à aussi entendre des boîtes à rythme où tout est super compressé, il n'y a aucune dynamique et c'est poum-paf tout du long, etc. Ce qui est, moi j'adore aussi, mais il y a quand même quelque chose où il y a des nuances, quoi, dans la batterie que tu peux apporter. Et je trouve qu'au cinéma, c'est un truc qui est vachement... ouais, qui tu vas pouvoir faire un vrai bourdon qui grossit, qui prend de la place, hein, tu vois, et tu peux prendre vraiment de la place avec de la batterie, quoi. Et du coup, je trouve que c'est très cinématographique, en fait, ouais. Parce qu'il y a un truc, il y a une sorte de tu peux exprimer de la rage, tu peux exprimer vraiment plein de choses avec ça, de l'urgence, je sais pas, si tu peux exprimer de l'amour. Je pense si. Je pense si, peut-être, ouais. Un petit swing. Ouais. Tu vois. Et t'en fais encore un peu, du coup, maintenant, t'as le temps de... De la batterie? Ouais, Bah ouais. Bah, ce week-end, j'ai fait que ça. Enfin, pas que ça, mais on a enregistré avec mon groupe et la semaine dernière, j'ai fait beaucoup de batterie et j'espère en faire de plus en plus. En fait. On loue un studio avec des amis. D'accord. Qui s'appelle Le Ventre de la Baleine. Big up à Philou. Ce cher Philou. Et qui écoutera jamais le podcast. Tant mieux d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on loue un studio, quoi, dans lequel on répète de temps en temps. En plus de ça, moi je répète dans des studios à côté. Voilà. Pour parfaire. Tu nous as parlé tout à l'heure que tu commençais une BD. Ah oui. Est-ce que tu as envie d'en parler plus ou tu préfères garder ça un peu? Ouais, c'est pas forcément un truc dont... Les projets en tant que tel, je sais pas si j'ai envie d'en parler, mais il y a une question que je me pose et qui me... En fait, il y a un truc... Ça, c'est un autre truc, par exemple, de mon arrivée dans la vie professionnelle, quoi, qui me taraude ces temps-ci, c'est calculer, pas calculer, réfléchir à l'avenir, pas trop, etc. Parce que... ça n'a jamais été un truc dont... Enfin, depuis un certain temps, c'est pas un truc dont je me cache, mais beaucoup de sujets... Enfin,
un sujet que je traite beaucoup, ou en tout cas, pas forcément que je traite, mais qui est là, dans les trucs que j'écris ou auxquels je pense récemment, c'est l'homosexualité. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et en fait, je me rends compte, et je me pose cette question là, c'est tous les projets de BD que j'ai, c'est plus ou moins des trucs qui parlent pas forcément de ça, mais ont à voir de près ou de loin à ça. Et même si c'est pas le sujet, je me rends compte de ça, peut-être par exemple avec mon film de fin d'études là, je pense pas que ce soit le sujet, l'homosexualité du film, je pense que c'est l'amour plutôt, mais... C'est plus le médium ? Non, c'est pas le bon terme. C'est juste deux mecs. C'est juste deux mecs. Et ça suffit en fait. Ouais. Et à aucun moment il y a de questionnement là-dessus. Je trouve que c'est beau amener de cette manière. Le fait que... Je crois que tu sais, il y a plein de gens pour qui c'est un... Enfin en fait, c'était aussi un truc assez agréable à la Poudrière et autour de ces gens, etc. C'est que moi j'ai oublié que c'était un sujet, quoi. Et c'est marrant parce que tu vois, malgré tout, vrai. Le film commence par deux mecs qui s'embrassent et j'avais oublié que c'était un truc, tu vois. Je sais pas comment dire, mais on l'a vu entre nous toute l'année. J'ai montré mon animatique aux gens de ma classe, etc., aux enseignants. Personne n'en a parlé comme d'un sujet. Et en fait, c'est marrant parce qu'à la fin, la projection, et là, on est dans une salle où, je sais pas, il y avait pas mal de monde. C'est une grande salle à Valence dans laquelle on projette les films. Et il y avait vraiment... Enfin, la salle était pleine, c'était chouette. Et donc là, il se passe ça. Il y a des mecs qui s'embrassent et je me dis, ah ouais, c'est vrai que c'est pas non plus... sur le grand écran, tout à coup, je me dis, c'est vrai que c'est pas politique, c'est pas ça vraiment le truc, mais ça l'est toujours un peu quelque part, quoi, peut-être. Et c'est pas anodin, en tout cas. C'est pas un truc que tu... Et malheureusement, c'est pas encore... En fait, moi, je sais pas, j'ai vu dans un milieu où c'est tellement ok pour tout le monde. T'as pensé ton film en ne pensant pas du tout à cet aspect-là de c'est un sujet ou quoi, c'est ouais. Comme tu le voulais, et c'est qu'après coup, tu t'es dit, ah ouais, c'est vrai. Moi, c'est pas vraiment un truc que je vis comme un drame, quoi, l'homosexualité, que ce soit pour moi ou pour les autres ou pour n'importe qui, quoi, et du coup... C'est plus un drame que ça puisse être perçu comme ouais, bien sûr, mais en fait, on a cette chance-là aussi, et je sais pas, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai cette chance-là, je sais pas, je pense que c'est important de parler de ce point de vue-là aussi, peut-être, quoi. Enfin, en tout cas, il est valide, et puis, en tout cas, de toute façon, je m'en fous, c'est un truc dont j'ai envie de parler, quoi. Et mais en fait, je me pose cette question-là parce que donc, j'ai eu plusieurs projets de BD, à vrai dire, et tous mettent en scène quelque part un amour homosexuel, quoi, et dans l'histoire. Et ça me pose question parce que... Enfin, des gens autour de moi m'en parlent comme d'un truc qui va me catégoriser, par exemple. Qui va faire de moi un auteur gay, quoi. Ou qui va faire qu'on m'identifiera à ça, etc. Là, on va se dire, ok, why not ? Et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, je remarque un truc avec mon film, là, qui est pas... Franchement, qui a un non-sujet, parce qu'on s'en fout, mais... Enfin, c'est trop anecdotique, quoi. Mais le film est sélectionné dans quelques festivals, et il se trouve que, pas dans la plupart, mais malgré tout, dans, je pense, 3 festivals sur 6, donc la moitié, malgré tout, il n'est pas sélectionné en compétition, donc il n'est pas susceptible d'avoir un prix, ou etc. Il est dans une catégorie à part, qui est une catégorie queer, ou une catégorie... entre guillemets genre différente, quoi, tu vois, un truc un peu et c'est chouette. Pour moi, ça a pas trop d'enjeu parce que bon, de toute façon mon film il est fait, j'en ferai un autre peut-être, mais de toute façon c'est pas un film professionnel, quoi. Là il y a pas un enjeu financier énorme pour moi, par exemple, quoi. De toute façon il faudra que je me batte pour faire un autre film et ça sera pas le... Mais je pense par exemple il y a un film qui s'appelle Christopher Hatzi, un film gay, je pense, je l'ai pas vu encore, mais dont j'avais vu le pitch à Annecy il y a longtemps, etc. Et il sera projeté en même temps que mon film, par exemple, dans une séance queer là, à Anima ce week-end, à Bruxelles. Et malgré tout, ce film n'est pas sélectionné donc en compétition officielle, donc il pourrait pas avoir de prix. Donc enfin voilà, et en fait, on en parle moins, il est projeté qu'une seule fois, etc., etc. Et certes, c'est un piédestal, on va dire, parce que ils ont une soirée consacrée spécialement à eux, etc. Mais ça reste aussi une forme de mise à part, quoi. Et c'est très étrange, j'arrive pas à...
En fait, c'est complètement saisir la chose. J'ai l'impression, c'est un peu comme sur les grandes plateformes de streaming où il y a des catégories comme ça. Je trouve que j'ai l'impression qu'il y a un intérêt dans le fait que ça peut mettre en avant certaines représentations. Et à côté là, de ce que tu dis, le fait que ça évite la sélection officielle. Après, là où je veux pas me. C'est que. L'avantage, c'est peut-être que du coup, je suis sélectionné là où je l'aurais pas été. C'est possible. Parce que peut-être qu'ils voient un film queer et ils se disent ah super, on va pouvoir faire une sélection queer alors qu'on avait que 2 films et maintenant on en a 3 quoi, tu vois. Mais parce qu'il y en a franchement pas 150 000 qui existent, je pense en anime, etc. quoi. Mais bon, ça reste un truc. Ouais, c'est vrai quoi. Est-ce que ça me gêne? Enfin, je sais pas. Et donc quelque part pour la BD, tu vois, il y a ça aussi. Est-ce que ça aurait des implications que je maîtrise pas? Bon, bref. Et en fait, est-ce qu'on a envie de réfléchir à ça? C'est un autre débat, mais je crois que on va y réfléchir jusqu'à ce qu'on décide de plus y réfléchir sans avoir résolu le problème. Ouais, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, te freine un peu dans ta création? Non, je crois pas. Mais je pense que la solution, c'est que si t'as des projets comme ça, comme tu disais, il y a un moment, il faut peut-être arrêter de réfléchir et de poser des questions, tu vois. Mais c'est pas sur ça que je me pose des questions, c'est plus parce que ouais, le sujet des BD, etc., c'est pas des trucs dont j'ai envie de parler tout de suite parce que j'aurais pas grand chose à en dire quoi. Je pense que j'ai une idée de BD qui repart de mon film un peu, je pense. Okay. Avec les mêmes personnages ou... Pas les mêmes personnages, peut-être la même ville, en fait. Ou une ville un peu similaire, quoi. Et d'ailleurs, non, en fait, je suis con. Parce que ça se passerait à Paris, voilà. Donc, rien à voir. Mais un Paris un peu futuriste, etc. Et... mais qui aurait un peu les mêmes... Pas les mêmes enjeux, mais quelque chose de proche, quoi. En tout cas. Okay. Et voilà, mais en fait, là, c'est juste que je suis en train d'écrire. Et bien sûr. Pour l'instant, je peux pas trop en parler plus que ça, quoi. Et pour l'instant, t'as débuté sur des projets de BD en écriture et t'as déjà des idées de films, des trucs qui te... Ouais. Qui te... les films, c'est... un jour. Ouais, les films, c'est plus... Enfin, ouais, c'est plus compliqué, j'ai une idée de film, mais après, c'est pareil, quoi, c'est des trucs... Des trucs qu'on me fait lunch pour l'instant. Mais... des trucs dans ma tête, surtout, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien continuer à réaliser, quoi. Après, en fait, j'ai l'impression que il y avait un cadre idéal, je pense, à La Poudrière pour moi, ou qui s'avérait être idéal pour moi, quoi, à La Poudrière, que je crois pas avoir retrouvé pour l'instant. Et en même temps, ça fait 3 mois que je suis sorti de l'école, ou 5 mois, donc c'est peut-être normal, mais je crois que j'ai pas envie de forcer, quoi. C'est-à-dire que faire un film pour faire un film parce qu'il faut faire un film maintenant, parce que etc. Voilà, peut-être ça m'amènera à faire un truc qui me plaira pas parce que je l'aurais fait pour des raisons qui sont franchement valides, mais qui moi m'intéressent pas trop, quoi. Pour faire, quoi. Voilà. Et je crois que surtout les courts-métrages, si tu le fais, c'est compliqué à faire, si tu le fais pas pour toi, c'est pas la peine, quoi. Et donc je préfère attendre d'être un peu dans cette espèce de sécurité que j'avais, dans laquelle j'étais à La Poudrière, quoi, où je me sentais super libre et super tranquille dans ma tête, quoi, et capable, et pour faire ça, quoi. Mais en attendant, j'écris quand même, j'espère que... j'espère que... Enfin, je pense pas... Je laisse pas complètement le truc reposer non plus, mais... Si tu veux en parler, comment ça s'est passé, la sortie d'études c'est un peu le moment où... je sais pas trop je saurais pas trop quoi dire, en fait, parce que je pense que... Je sais pas, parfois j'ai... Bon, en sortant de l'école, à La Poudrière, ils gèrent ça très bien, quoi. C'est-à-dire que... en tout cas, du point de vue réalisation, quoi. C'est-à-dire que tu rencontres 150 producteurs qui viennent à Valence spécialement pour voir les films de La Poudrière, excuse-moi. Tout est organisé, quoi, un peu pour que tu sois en contact avec les gens. Voilà, si tu veux lancer... Remembers ? Non, ça c'est vraiment pas Instagram. Okay. Et puis je connaissais Hugo aussi d'avant, puis j'ai plein d'amis qui bossent là-bas, donc c'est... Mais c'est un petit peu différent. Mais
tu vois, on a rencontré les studios, surtout qui font de la série ou du court-métrage d'ailleurs. Miyu, on les a rencontrés, enfin, tu vois, toutes sortes de studios différents, quoi. Et donc on discute, ça c'est chouette, et puis surtout, voilà, on se connaît de visu, et c'est aussi ça qui compte dans un petit milieu, quoi. Mais ça c'est une chose, et après, malgré tout, il faut trouver du travail, quoi, tu vois, faire l'intermittence ou pas, ou faire, en tout cas, manger, quoi. Et là, en fait, c'est un peu. Je sais pas, moi, j'avoue que je me pose beaucoup de questions, en fait, encore, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si. Moi, je crois que, en fait, le plus important. Je pense qu'il y a un truc dont je me rends compte un peu maintenant, c'est que dessiner, c'est plus un outil qu'une fin en soi, à mes yeux. Pour moi, en tout cas. Je veux dire, dans ma création personnelle. C'est-à-dire que avant ça, j'ai fait de la musique et j'en fais maintenant encore à nouveau. Du dessin. Mais en fait, je crois que c'est autre chose, peut-être, Et quand je faisais de la musique, j'écrivais beaucoup. J'écrivais des textes parce que je chantais pas, mais j'écrivais pour la chanteuse, etc. Et c'était très jeune à l'époque, mais c'est un truc que j'ai gardé aussi. Et je pense que ce qui m'intéresse, en vérité, dans la création, c'est ailleurs que dans ce qui se passe quand tu dessines, ailleurs que ce qui se passe quand tu joues de la musique, c'est quand même un truc à part parce qu'il y a cet esprit collectif de live qui est vachement agréable, mais c'est plus l'idée, je dirais, qui m'intéresse, quoi. C'est une sorte de truc un peu plus c'est moins l'objet final, quoi, que l'idée. Et du coup, en ça, je pense que je me retrouve pas beaucoup dans le fait de dessiner pour gagner sa vie en étant peut-être animateur ou décorateur ou ce genre de choses. C'est-à-dire que en fait, je m'épanouis pas trop là-dedans. Je pense que c'est pas un truc qui me stimule, quoi. J'ai l'impression de me sentir un peu vide, quoi, quand je fais ça. Et peut-être que tout le monde, c'est le cas de tout le monde, en fait, et que je sais pas, je suis un peu un enfant gâté, mais en tout cas pour moi c'est assez compliqué, et donc pour l'instant j'ai pas résolu ce truc et je sais pas exactement, mais peut-être que je me pose des questions sur ce que je ferais vraiment pour gagner ma vie, en fait. C'est-à-dire que si je vis pas de bande dessinée, si je vis pas de mon travail d'auteur, quoi, de quoi je vivrais vraiment. Et c'est un truc que j'ai pas résolu encore, on va dire. Donc, et après peut-être que finalement ce sera plutôt faire du design de personnages ou ce genre de choses, ou franchement faire complètement autre chose, j'en sais rien, quoi, encore. Et j'aime bien aussi l'idée de rester un peu ouvert, quoi, à plein de trucs. Enfin, je crois que le dessin c'est quand même un truc qu'on retrouve dans beaucoup d'autres choses, je sais pas, dans la mode, dans le design, dans 150 000 trucs, quoi, et en fait voilà, quoi, peut-être que des portes s'ouvriront ailleurs et que ce sera là que j'aurai envie d'aller à ce moment-là, et on verra. J'ai l'impression qu'il y a souvent moi en tout cas dans mon école, il y a ce truc des studios où toutes les tâches sont vachement découpées. Ouais. Et il faut un peu trouver sa spécialité, son truc. Mais j'ai l'impression que notre milieu nous permet quand même une certaine liberté de pouvoir, si on a envie de passer sur du volume, si on a envie de changer de médium, de choses comme ça, de pouvoir rebondir. Et je trouve ça intéressant que tu te gardes ce truc un peu encore libre de derrière, tu sais pas vraiment. Ouais. Après c'est ce que je dis encore. De là à le faire. Mais c'est vrai que ouais, et à la fois moi j'ai l'impression que les gens je sais pas, j'ai l'impression que les gens trouvent aussi un truc parfois dans lequel ils se plaisent, et puis il y a un côté t'embauches sur une prod pour un an, bon bah tu sais que ça va pas être forcément l'extase, mais c'est aussi un an de salaire assuré, etc. Et franchement on a quand même, on a un métier cool parce que franchement c'est le plein emploi et tout, et ça va, mais ça reste sécurisant, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont en CDI et ils savent qu'a priori pendant les 30 prochaines années c'est ok, quoi, alors que c'est un peu moins le cas pour nous, quoi. Mais je pense que ça dépend des profils, parce qu'il y en a plein, c'est purement une étape d'anime ou quoi qui les fait vibrer. Et le spin-off là, du coup, je sais pas si tu vois ce que c'est, le spin-off. Si, ouais, je suis déjà allé. Et trop bien, et du coup on a eu la chance d'être sélectionné là. Vous avez un stand? On avait un petit stand, ouais. Super. Et moi ça m'a donné trop envie de refaire des éditions. Genre, il y a un truc de l'objet, rapport à l'objet, trop envie de faire des trucs, même des trucs en volume, tu vois. Mais c'est vrai que là il y avait des stands déjà avec des présentoirs
de fanzines en céramique et des présentoirs de ouf. Et il y en a une qui faisait ses bougies en forme de Ouais. champignon, Et il fabriquait ses tisanes, un rapport comme ça. Aux choses. même du coup, même des vêtements, tu vois, des trucs. Ouais, plein de choses. Là, t'as quel statut toi actuellement? J'ai statut. Heureusement, j'ai mis des sous de côté, mais. Ok. Là, actuellement, pas de statut. C'est bien. Moi, ça me va. Hein. Bah, j'attends l'intermittence, quoi, mais. Enfin, j'ai encore des heures à faire, quoi. Ça, c'est un peu le stress en vrai, parce que même si. C'est-à-dire des heures à faire pour. Le statut intermittent, en fait, il faut avoir travaillé 507 heures minimum pour pouvoir y accéder. Et donc, le compteur commence à partir de ta sortie d'études. Le compteur commence à partir de quand tu commences à travailler. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des. Dès que t'as Parce qu'en fait, 507 heures, c'est pas si énorme sur un an. Il faut les faire, mais il faut pas si énorme. En fait, l'animation, c'est pas. En fait, là où je pense que le statut intermittent est malgré tout assez. est quelque chose qui risque. Enfin, qui risque. Non, justement, au contraire, qui a des chances de continuer à exister un moment. C'est que pour nous, il est hyper avantageux parce que, franchement. Faire 507 heures dans l'animation, je pense que c'est pas super simple, mais ça se fait quoi. Déjà, c'est le plein emploi, et puis voilà, tu bosses sur une série, c'est des durées très longues, etc. Machin, tu bosses tous les jours, t'as des semaines de 35 heures, donc déjà ça va assez vite quoi. Par contre, si t'es perchman sur en live, etc., c'est plus compliqué, il y a des mois où tu bosses pas, etc. Et c'est pour ça que le statut existe, ou comédien, ou voilà. Et. Mais bon, pour nous, c'est vrai qu'il est quand même cool. C'est-à-dire que ça y a un côté un peu, je bosse 6 mois et je prends 6 mois de vacances, quoi. Mais et ça marche, et ça peut marcher comme ça, quoi. Fonctionne un peu. En plus, c'est le côté rassurant. En plus, là, l'animation est en pleine expansion et tout, donc il y a il y a du taf, quoi, tu vois. Bon, à part si t'as d'autres choses à rajouter sur non, ce franchement, sujet, le statut intermittent, c'est pas un truc voilà, dont je peux beaucoup parler, quoi. Des recommandations, des choses qui t'ont plu dernièrement. Peut-être qu'il y a un groupe de musique. Bonne adresse pour manger à côté. Mais ouais, bonne adresse. Alors, un bon restaurant thaï, c'est réel. Ça s'appelle le Chef Thaï, c'est pas très loin d'ici, vers Arts et Métiers. Et le serveur est très sympa, vraiment très très sympa. Enfin, le patron un peu, c'est un mec qui fait. Donc c'est un mec qui accueille, et le chef cuisinier qui est son mari est thaï, et c'est super, c'est délicieux, vraiment. C'est pas excessivement cher, et un côté un peu cantine, c'est assez rapide, etc. Ok, ça c'était le reco bouffe. Hier soir, j'ai vu en concert un groupe qui s'appelle The Murder Capital, qui est un groupe irlandais de Dublin, et qui ont fait un premier album de très Joy Division, quoi, qui était très bien, et genre en 2019. Cold Wave, post-punk. Ouais, post-punk, vraiment. Un peu, franchement, basique, quoi, mais tellement bien fait que pas grave que ce soit basique, tant mieux même. Et là, leur deuxième album est très Radiohead. Enfin, on sent que les guitaristes ont beaucoup pris d'inspi de Johnny Greenwood, les guitaristes de Radiohead. Mais franchement, très bien fait, et je trouve assez émouvant cet album, leur deuxième. Et je les ai vus en concert hier, et franchement, ils seront à Rock en Seine, je pense. Et c'était très émouvant en concert, en fait. Des moments de super explosifs, quoi, où tu pogo à fond, etc. Et des moments très calmes, très doux, et très incarnés, quoi. Et en fait, je pense que c'était vraiment un moment marquant, quoi. Et leur deuxième album, donc là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, est vraiment bien. Autre recommandation. C'est très bien, ça t'en a pas à moins que t'en aies d'autres. Ça va faire un peu corpo, mais en BD en ce moment il y a des nouveaux livres qui sont sortis aux éditions Réalistes. Et il y a notamment un livre de Roman Granger et un livre de Valentin Gioli qui sont sortis à 2 semaines d'intervalle, quoi, et qui sont des petites pépites, quoi, chacun dans leur genre respectif. Et ça m'a beaucoup plu, puis j'adore cette collection, les petits livres, etc. Enfin, c'est un format super pas forcément super confortable pour celui de Valentin parce qu'il est très détaillé et du coup t'es un peu en train de zoomer avec tes yeux, mais du coup c'est un petit livre super riche visuellement, et celui de Roman aussi, mais qui a aussi une histoire assez mystérieuse qui est très assez belle et assez subtile, je trouve. Donc voilà. Et un dernier truc, on va le faire. Ouais, on va peut-être s'arrêter là, c'est bon. Comme tu veux. Là, on est bien. Ouais, c'est bon, stop.
Ah si, un film, pardon. Okay, on va faire un film qui sera peut-être plus en salle d'ici à ce que ce podcast sorte, mais un film que j'ai beaucoup aimé, c'est Joyland, récemment. Ok. Le film qui m'a le plus marqué récemment, qui est un film pakistanais qui suit principalement l'histoire d'un mec dont on comprend vaguement qu'il n'est pas forcément attiré par la femme avec qui il est marié, quoi, mais plutôt par une femme trans qui gère un peu une sorte de chorégraphie dans une sorte de club de danse un peu érotisant, quoi. Et donc lui devient danseur là-bas. On suit un peu cette histoire-là, mais en fait on suit en parallèle aussi l'histoire de la femme délaissée. Ces deux personnages-là vivent avec le frère du personnage principal, la femme de ce frère, le père aussi de famille qui est là. Et en fait, voilà, donc c'est une sorte de galerie de personnages, quoi, tous plus ou moins traités, aussi cette femme trans, et tout ça dans la société pakistanaise, quoi, et avec le poids de la religion et des mœurs, etc. Et aussi de ce que les autres vont penser autour de soi. Et en fait, c'était un film super déjà intéressant parce que franchement, je sais pas, le cinéma pakistanais, en tout cas moi, c'est pas un cinéma que je connais très bien, c'est pas un pays dont j'entends beaucoup parler, et encore moins parler on entend pas peu parler du peuple pakistanais, en tout cas des Pakistanais, quoi, de leur vie, et puis de la population queer pakistanaise, quoi. Et en fait, je trouve que le film c'est super précieux, quoi, de pouvoir voir ça aussi. Et le film est très beau et très élégant, en fait, et très drôle aussi, et touchant, drôle, triste, et vraiment j'ai vraiment adoré ce film, quoi. Voilà. Et puis en plus, je trouve que c'est important de pouvoir voir des univers queer ailleurs qu'en Occident, évidemment, et surtout quand c'est fait par les intéressés, c'est là que c'est le plus, j'imagine, vrai. En tout cas, c'est là que on a envie d'avoir ce témoignage là aussi, quoi. Et je pense à ça parce qu'en plus, je trouve que, je sais plus, mais j'avais dit que je voulais pas critiquer de trucs, mais ça arrive, quoi, qu'il y ait des moments, qu'il y ait des scènes dans des séries, dans des films, dans des trucs comme ça, où on te montre une boîte de nuit queer. De représentation. Ouais, tu vois, je sais pas, genre n'importe quel pays d'Afrique ou en Asie ou je sais pas quoi, et en fait tout le monde est habillé comme dans Drag Race France, quoi. Et tu te dis, franchement, pourquoi pas, mais ça a l'air bizarre. Enfin, ça fait, on dirait pas, quoi. On dirait que c'est un peu monté de toutes pièces comme idée, quoi. Et là, donc il y a quelque chose de vrai, quoi, dans ce témoignage. C'était vachement beau. C'est Joyland. Joyland, ouais. Je me souviens plus du nom du réalisateur. Et c'est un film qui a eu la Queer Palm au Festival de Cannes. Ok, d'accord. Ils ont rajouté c'est récent, ouais. Et pour le coup, je sais pas, mais je pense que c'est dans la compétition générale, donc ce qui invalide un peu mon propos tout à l'heure, mais il y a une palme queer, ouais, qu'ils ont eu. Et je crois qu'ils ont eu aussi le Grand Prix ou un prix important à la caméra d'or ou quelque chose comme ça. C'est super. Voilà. Trop bien. Je n'ai pas du tout entendu parler, donc ça m'intrigue. Bah, allez voir, franchement. S'il est encore en salle, des bossins. De ouf. Et du coup, tu disais, pardon. J'étais sur un artiste. En gros, l'idée de la séquence que j'ouvre, c'est un épisode qu'on appelle un autre. Donc, c'est par le biais du podcast, si tu as des idées de personnes qui pourraient potentiellement venir, de potes, de gens qui sont d'autres créatifs. C'est le moment où je vais faire des. Je vais faire des jaloux, quoi. Après, ça va créer du drama. Plus t'en nommes, moi plus je suis content parce que je me dis peut-être que tu vois, c'est lui qui est en tête. Ça n'a pas grand chose à voir avec l'anime, donc je sais pas si ça compte, mais. C'est pas grave. Bon, il y a un réalisateur que j'aime bien qui s'appelle Sébastien Lifshitz. Et mais je réfléchis parce qu'il y a franchement, après ça je vais être putain, pourquoi j'ai pas dit lui, pourquoi j'ai pas dit machin, pourquoi j'ai pas dit elle. Mais t'envoies un DM au pire. Ouais. Allons-y. Hein. Je t'envoie des vocaux, tu les inclus. Et Sébastien Lifshitz, c'est un réalisateur de fiction, donc de live, et qui a réalisé plusieurs longs métrages. Enfin, c'est quelqu'un d'assez implanté, quoi, dans le game, mais qui
qui a fait un film qui s'appelle Petite Fille, dont vous avez sûrement entendu parler, qui a fait du bruit à son passage sur Arte, qui parle d'une petite fille, des petits garçons avec une dysphorie de genre et qui retrace un peu un parcours scolaire compliqué qu'elle a avec ses enseignants qui veulent pas l'appeler elle, etc. Il a aussi fait un documentaire qui s'appelle Adolescente où pendant 10 ans il a filmé deux filles qui étaient des copines, qui le sont peut-être un peu moins à un moment, etc. Et pendant les attentats, pendant la période où il y a les attentats, puis pendant je sais pas quoi, et en fait on retrace comme ça 10 ans de vie, et à la fin en fait c'est le Covid d'ailleurs, et on le voit pas, le Covid, moi je l'ai vu après le Covid, mais du coup c'est des filles qui quittent, ça s'arrête quand elles finissent le lycée je pense, donc elles ont plein de projets, il y en a une qui part à Paris, ça se passe, je sais plus exactement où, mais un peu dans la diagonale du vide quoi, et une qui part à Paris faire des études, et l'autre trouver un boulot je sais plus où, et en fait, on sait du coup qu'il y a le Covid qui va arriver dans les 6 mois après leur sortie du lycée et que du coup rien de tout ça ne va se passer comme elles pensent, quoi. Et c'était aussi assez étonnant de voir ça comme ça. Et c'est un film, je sais plus si c'est adolescent, mais je crois qu'adolescent t'avais eu pas mal de César et tout. Voilà, et c'est un mec qui a fait aussi un film qui s'appelle Les Invisibles, et qui est un film que moi j'ai adoré. Les Invisibles, c'est un documentaire sur des personnes queer plus âgées. Et en fait, lui, j'ai déjà écouté des interviews de lui, donc c'est peut-être pas le plus intéressant de faire dans ce podcast, mais j'avais trouvé que c'était une démarche que je trouvais magnifique en fait. C'était, ou en tout cas une magnifique manière de répondre. On lui avait demandé pourquoi il avait fait ce film, Les Invisibles, et il avait répondu que, je sais pas, lui-même était homosexuel et il vieillissait, et il voyait pas de vieux homosexuels dans la vie médiatique, dans la vie artistique, enfin, c'est pas des gens représentés quoi, on sait pas, tu vois, et c'est pas on montre toujours des jolis garçons dans les films, ils ont 20 ans, été 85, François Ozon, mais bon voilà, des vieux gays, non, peut-être pas. Et en fait lui il s'est demandé ce qu'il allait devenir, et du coup c'est un peu comme ça qu'il a fait ce film, c'est-à-dire que se demandant lui-même ce qu'il allait devenir, il a voulu rencontrer des vieux gays pour voir ce que ce serait quoi la vie. Mais bon, en vérité, c'est une partie de la réponse parce que il a interrogé, quoique pas que. Mais par exemple des agriculteurs, un couple d'agriculteurs, de mecs, et c'est assez rare des agriculteurs qui vivent deux mecs ensemble, etc. Plutôt âgés, enfin. Et voilà, mais en tout cas c'est un film super. Ouais, je trouvais très émouvant quoi. Et puis je sais pas, il interviewe une femme qui est une femme qui était médecin, je crois, et qui a été une grande figure féministe, et en fait qui elle-même a avorté ou aidé à avorter plein de femmes avant que ce soit légal de le faire à Lyon, je crois, chez elle. C'est tout dans le même film. Et tout dans le même film, ouais. Et donc c'est plusieurs portraits. Elle avait une vie de famille, puis un jour elle a tout quitté pour vivre avec une femme, je crois, ou avec des femmes d'ailleurs, et etc. Et en fait, c'était un film intéressant, puis c'est des... Ouais, moi je trouve ça... C'est un autre sujet peut-être dont... Peut-être je pourrais rebondir là-dessus, mais en parlant des BD, c'est un truc qui me tient un peu à cœur aussi. Et toujours dans ce truc de parler de l'homosexualité, etc., c'est aussi peut-être parler différemment des choses, quoi. Après, je peux pas... Enfin, je sais pas, je peux pas faire de généralité, je peux pas non plus me prétendre porter un regard nouveau sur les choses, mais cet été j'ai la chance d'être allé à Los Angeles en voyage. Et à Los Angeles, j'ai pu visiter la maison dans laquelle a vécu, quand il est venu à Los Angeles, Tom of Finland. Tom of Finland, c'est un dessinateur gay éminent, quoi. Enfin, c'est le dessinateur gay ultime, quoi. C'est lui, un peu lui qui a inventé le délire cuir moustache, et plein de parodies de trucs, etc. Et c'est quelque chose d'assez génial. Et il a toute une imagerie qui est à lui, qui en fait existe encore, et qui est encore, comment dire, une sorte de... Pas de norme, mais qui est encore une sorte de... On lui voit un culte, quoi, quelque part. Et à raison, d'ailleurs. Mais... cet établissement, cette maison dans laquelle il a vécu, c'est maintenant une sorte de... c'est un institut, quoi. Enfin, c'est une fondation pour l'illustration queer. Pas que gay, d'ailleurs. Même s'il y a beaucoup de trucs gays, évidemment, parce que c'est que des gays qui tiennent cet endroit. Et en fait, tu peux
voir un peu ce qu'ils ont dans leurs archives. Ils reçoivent plein de dessins en permanence de gens qui leur envoient des trucs, donc eux ils font une sorte de fond d'archives comme ça de dessins queer. Et le dessin gay, et le dessin gay un peu célébré, c'est un dessin qui met en scène des mecs musclés. Je vais dire qu'ils baissent sur des motos, mais à la limite c'est même pas vrai, enfin j'exagère un peu, mais beaucoup de mecs musclés. Ou alors, ouais, toujours franchement, ouais, des mecs musclés, quoi. Des beaux corps. Un truc de. Une forme de. Un truc de culte du corps, quoi. Absolu. Qui est beaucoup présent, c'est vrai, dans la communauté gay. Et. Pas que non plus, c'est sûr. Mais. Enfin, il n'y a pas que ça non plus, mais quelque chose d'important. Et qui fait qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont invisibilisées même au sein de cette communauté, quoi, et ou qui vivent mal ça. Et je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des amants, des gens avec qui j'ai été qui avant moi je sais pas, ça faisait pendant des années, avaient trouvé personne, des trucs comme ça, parce qu'ils correspondaient pas au truc, ils osaient même pas sortir dans les bars, aller dans les endroits, parce qu'ils se disaient mais de toute façon si tu veux baiser avec quelqu'un, il faut avoir une bite de 30 cm et être super musclé ou je sais pas quoi, tu vois, c'est... Et malgré tout, voir que dans ce fond d'archives, de l'illustration queer, quoi, genre globalement, en fait, finalement, ce qui était le plus célébré, c'est ce qui ressemble encore à Tom of Finland, qui, lui, mettait en valeur des corps musclés, etc., machin, mais franchement, c'est une autre époque, c'est autre chose, et puis peut-être que... Enfin, voilà, bah, je me suis dit, c'est marrant, quoi, on n'a pas changé, enfin, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes corps qu'on aime, quoi, qu'on aime voir, qu'on veut voir, et je crois que je suis pas en mode c'est ma mission, il faut que je fasse ça, mais moi j'ai envie de parler d'autres choses, quoi, dans l'homosexualité et dans les mecs que je mets en scène aussi, et dans le rapport qu'ils ont peut-être à leur corps, ou je sais pas, et voilà, enfin je sais pas, bref, je sais pas pourquoi j'étais parti là-dessus, mais bon, voilà. T'as aimé les États-Unis, là, c'est purement touristique, mais est-ce que t'as... Alors je recommande tel resto. Ça te fait que tu rentres là. Franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part des trucs de tourisme, donc je sais pas si c'est très intéressant, mais ouais. Enfin, c'était des super vacances, quoi. Ouais, tu vois, je me suis baigné dans des piscines, quoi. C'était des trucs de sortie, je pense, sortie d'études. Oui, c'était genre, c'était le voyage, quoi. Tu vois. Ouais. Et on a fait une sorte de... J'étais avec mon copain, on est allé à San Francisco, puis on est allé jusqu'à Los Angeles en voiture ensuite. On est allé dans le désert, on est allé à Palm Springs, qui est justement une sorte de... qui pour moi était un peu un truc de... Il y avait une sorte de fantasme à aller à Palm Springs, parce que c'est un peu le truc où c'est la ville la plus LGBT des États-Unis, je crois. Plus de 50% de la population appartient à la communauté LGBT. Et que des gays, quoi. En fait, enfin, je sais pas pourquoi. Il y a que le G, quoi, mais ok. Et je crois. Et surtout, bon, c'était pas exceptionnel non plus. Il y avait aussi des très belles maisons, parce que ça, c'était bien. Mais à voir. Mais non, franchement, j'ai pas grand chose à dire sur. dans ma création artistique, je pense que ça existe quelque part, parce que j'ai dessiné des cactus après avoir fait ce voyage, mais c'est à peu près là que ça s'arrête pour l'instant, tu vois. C'est des cow-boys. Ouais, des cow-boys, c'est vrai. J'en faisais déjà avant, ok. Ouais. Là, c'est un point un peu générique. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, ou alors que tu as appris, tu vois, dans ta pratique large de création, et ça va de ce que tu as pu comprendre sur ta pratique personnelle dans son différents types de projets à juste des fois parce que des phrases qui t'ont marqué de prof, de réal, n'importe quoi, tu vois. Il y a toujours des trucs Un peu de sagesse que tu souhaites transmettre. Ouais, c'est vraiment un peu le point là où d'un coup on est en haut d'une cascade et tu vois une longue barbe et... Bah justement, je crois que je vais pas trop faire un truc comme ça, quoi. Je crois que je sais pas, après c'est un peu mon mood du moment depuis genre 2 ans, quoi, parce que je pense que j'ai fait n'importe quoi avec ma santé un peu mentale pendant longtemps dans mon rapport au travail, c'est-à-dire que pour moi tout ce qui comptait c'était un peu de travailler, quoi. Enfin, c'était pas je sais pas si je me le disais, je sais pas si c'est vrai non plus, mais en tout cas c'est comme ça que je vivais, quoi. C'est-à-dire que pas un jour ne passait sans que soit je travaille, soit je culpabilise de ne pas travailler, quoi. Et
Ouais, j'imagine. Et après, je pense que c'est inhérent aux études. Enfin, tu vois, faut passer par là, j'imagine peut-être, c'est vrai. Mais en fait, ce truc de retard, de courir après un train en marche, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, tout le temps. Et donc par rapport à ça. Et en fait, il y a plusieurs choses un peu là-dedans, mais après, un truc plus général de la vie en mode inspirational quote là, en mode. Je sais pas, moi pendant longtemps je croyais que genre le bien-être c'était une connerie et que c'était un peu un truc capitaliste. Et tu sais, genre le bonheur c'est consumériste. Mais un jour j'ai capté que franchement c'est pas si vrai quoi. C'est-à-dire que. Et en fait, je dis ça on va mettre ça en perspective avec le travail, c'est-à-dire que pendant longtemps je travaillais le soir jusqu'à 1h du matin en me disant que le lendemain si je me levais à 8h ça faisait 7 heures de sommeil. Et du coup, je comptais que j'arrêtais de travailler à 1h et que ça faisait que si je me levais à 8h le lendemain, ça faisait pile 7 heures de sommeil. Donc en fait, quand tu arrêtes de travailler, bon, tu vas te brosser les dents et tout, on va dire ça prend un quart d'heure. Tu te mets dans ton lit, t'arrives pas à dormir avant 2h, tu vois. Donc déjà, tu dors 6 heures, c'est pas terrible. Et ainsi de suite, tu vois. Et ça, c'est pas bien, quoi. Point barre. Et je me disais, non, mais c'est bon, le sommeil, c'est un truc. Voilà, c'est pareil, c'est capitaliste, quoi, tu vois. Genre, ouais, c'est les gens sur internet qui aiment bien parler de leur temps de sommeil, etc. Machin, mais en fait, c'est pas un vrai truc, quoi. Bah, en fait, si, je crois que c'est un vrai truc et qu'on a vraiment besoin de dormir. Et je pense que ne pas dormir, c'est. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit manquer de sommeil, c'est de la torture. C'est une torture. C'est une vraie torture qu'on inflige aux gens, on les empêche de dormir. Et. Bon, on n'en est pas là parce que c'est pas pareil, mais c'est vrai qu'il y a un peu. Faut pas oublier ça, quoi. C'est ultra important de dormir. Donc, peut-être ça implique de pas travailler le soir, surtout pour que, je sais pas, moi je suis un peu stressé comme gars. Je sais que quand je dessine, je suis un peu. C'est pas un moment hyper. Pas forcément de détente, donc surtout si c'est du travail, quoi. Du coup, pas travailler avant d'aller se coucher, forcément, quoi. Et. Normalement, tu te couches frustré. Ouais. Et puis après, du coup, quand t'es frustré, tu te dis, bon, peut-être que tu te dis, vas-y, je me couche une fois que je suis convaincu de ce que je fais. Et après, du coup, les 4 heures, quoi. Ouais. Et je crois que. Putain, j'avais des meilleurs messages à donner là, mais. Rivalité. Mais. Tu sais, le truc, je vais y repenser sous ma douche, après je serai en mode putain, j'aurais dû dire ça. Tu me fais un vocal. Ça aurait changé le monde. Mais non, mais je pense qu'il y a un. Enfin, en vrai, je pense que pour moi, c'est le truc le plus important, quoi, de toujours se souvenir que. Il y a ça, il y a aussi. Ça, c'est vraiment un truc débile, mais. Arrête de se concentrer sur les trucs qu'on déteste, quoi. Enfin, je sais que. Moi, c'est un peu un truc. Il y a une chanson là avec. Il y a une chanson de merde, putain. De Angèle avec Damso. C'est Damso qui est dessus. Et il dit genre en mode faut que ça passe à la radio, du coup je vais pas dire des gros mots, donc je dirais grand bien leur face au lieu de leur dire d'aller niquer. Ouais. Et je cite Damso. Mais du coup il y a un côté moi j'essaie de me dire ça un peu en ce moment, dès que j'ai un peu de la haine pour un truc ou dès que je vois un gars que je trouve naze et qui marche super bien, genre en musique ou en je sais pas quoi, je me dis franchement grand bien lui fasse, genre c'est pas la peine. Moi je me souviens de quand j'étais adolescent et qu'il y a Fauve, je sais pas si vous connaissez Fauve, mais Fauve qui a percé et à l'époque j'ai détesté pour franchement je sais pas ça ou autre chose, quoi, pourquoi pas, tu vois, mais ça m'énervait à fond que ce truc là marche à ce point et tout, et je me dis mais quelle perte d'énergie, quoi, quel besoin j'avais de faire ça, tu vois, et du coup j'ai l'impression que c'est un truc qui réarrive de temps en temps, et là je me dis mais c'est pas la peine, quoi, c'est plus la peine. Donc il y a ça, arrêtez de cracher sur les trucs, arrêtez d'être négatif, ça fait un peu le truc d'américain, quoi, en mode toujours être positif, toujours voir le côté ensoleillé des choses et tout machin, mais il y a du vrai aussi là-dedans, quoi. C'est un peu aussi juste laisser passer les choses, laisser ce qui nous impacte pas directement là où elles sont. Tout ça, je pense qu'il faut le ramener au fait que genre on fait du dessin, quoi. Et en fait le dessin, je peux pas dire que ça a jamais tué personne parce que c'est pas le cas, mais clairement pas, mais vraiment pas. Mais non, après quoi, après réflexion. Et genre encore moins que je pensais, tu vois. Mais genre c'est quand même grave le dessin, en fait, merde. Et non mais bref, genre à notre échelle, voilà, on fait des dessins qui bougent, des trucs. Voilà, on fait des films d'1 minute, quoi, que personne ne verra jamais, d'une seconde, enfin. C'est pas très grave, quoi, et évidemment ça compte pour nous et c'est le plus important et c'est ça dont il faut se souvenir, quoi.
C'était pas mal, c'était beau ça comme fin. Ça, c'est bien. Non mais franchement le truc de prendre soin de soi c'est super. En fait après je pense que tu peux entendre ça. Enfin moi il y a 2 ans on me disait ça, j'étais en mode ok allez vous faire foutre, mais je sais pas genre ça a été une vraie révélation je crois pour moi. Tu sais, je me suis acheté un vélo par exemple à un moment à Valence et 3 fois par semaine je faisais 15 km de vélo au bord du Rhône. Et franchement la vie était plus belle quoi, point. Il y a rien tu vois, il y a un mieux et un moins bien, sans ça c'était moins bien quoi. Et il y a plein de choses comme ça, genre je sais pas, se mettre de la crème hydratante c'est nul mais en fait bah, c'est agréable quoi. Et avant ça c'était moins agréable, enfin tu vois, et tout est... Et je sais pas, j'avais tendance à penser que tout ce qui comptait c'était faire des dessins ou faire des films ou faire des trucs et machin, mais il y a ça aussi quoi, faut pas oublier. Puis je pense qu'en fait ça a beaucoup d'implications autres ce genre de choses, mais... le fait de travailler tout le temps et le fait d'être consacré à ça en permanence, c'est aussi un... Bah ça réveille en soi, à mes yeux, en tout cas pour moi, quoi, mais je sais pas, des vrais symptômes de merde, quoi. C'est-à-dire que bah, tout à coup, toute ta vie est consacrée à ton travail, donc à toi, donc tu vois, et tout tourne autour de soi un peu, et c'est pas bon. Et je sais pas, et je pense à ça, tu vois, dans le cadre du couple, ou même avec tes amis, avec plein de trucs. Enfin, c'est-à-dire que, franchement, je sais pas, je pense que ça peut faire de soi une personne de merde aussi quoi en fait je pense et bah ouais on n'a pas envie d'être une personne de merde point quoi. Tu vois ça en vaut pas la peine quoi. Je pense que c'est pas, après il y a des gens qui s'en sortent très bien, qui travaillent tout le temps et qui à côté de ça restent très sociables et très machin et puis il y en a d'autres que ça referme complètement sur eux et puis ensuite qui n'arrivent plus à voir personne parce que je sais pas, les gens leur apportent pas ce qu'ils veulent, les gens machin, et puis qui se mettent même à penser leurs amitiés comme des trucs qui devraient leur apporter des choses, etc. Et en fait, je pense que tout le monde s'en fout de ton ego d'artiste, quoi. C'est un peu... ce que tu fais, tout le monde s'en fout, quoi. C'est pas important, enfin... ou alors c'est important si... Non, c'est rarement important. C'est important pour... Ils sont rares, ceux pour qui c'est important, quoi. Tu vois. Voilà. C'est bien ça aussi. Non mais en vrai il y avait un côté un peu à la poudrière, je pense qu'il y avait un côté un peu c'est qui t'amenait à ça quoi. T'as l'impression de vivre un grand moment de ta vie genre ouais en vrai c'était un truc qui était cool avec la poudrière, je pense, c'est qu'il y a un côté genre enfin cette école c'est un peu l'armée aussi quoi, malgré tout, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça, mais t'arrives à 9h tous les jours et si t'es en retard on t'engueule un peu quoi, voire on t'engueule beaucoup si t'es souvent en retard. Okay. Et t'es là, je vais attendre. Non, je l'avais en projet l'école et je me disais que je sais pas, elle me semble importante comme école et c'est une question que je voulais te poser aussi, est-ce que être prêt pour la poudrière, est-ce que toi à la sortie de l'ASA tu te sentais vraiment prêt, est-ce que tu penses que tu l'as fait au bon moment? Moi je pense que je l'ai fait au bon moment, mais après moi je sais pas ce que c'est être prêt, parce que aussi j'étais plus vieux que tout le monde plus vieux que les gens autour de moi quand j'ai commencé l'animation. Et il y a plein de gens en fait il y a souvent des gens qui me disent que non mais de toute façon moi la poudrière je pourrais pas le faire tout de suite, je me sens pas du tout prêt, etc. Et je sais pas ce que c'est être prêt quoi, enfin c'est à dire que je crois pas qu'il y a un truc qui mûrisse en nous artistiquement qui fait qu'à un moment tu seras plus à même de raconter un truc, ou en tout cas que ce sera plus valide. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui disent non mais moi je pourrais jamais être réalisateur parce que genre j'ai pas vécu assez de trucs et genre il faut vraiment avoir vécu des trucs de fou pour être réalisateur, pour avoir des trucs à raconter et tout. Et je suis en mode ouais mais enfin après il y a quand même des réalisateurs super intéressants qui font des trucs sur genre tu sais un caillou dans leur jardin et voilà tu vois. Et à l'inverse des gens qui ont l'impression d'avoir le monde entier, d'avoir un grand message universel pour l'humanité, et c'est naze, tu vois, donc, et c'est débile. Et donc voilà. Et je pense moi je pense pas qu'il y ait de moment où on soit prêt ou non pour la poudrière, parce que franchement c'est une école quoi. Et ils attendent pas de toi que tu aies la maturité du grand sage en haut de sa cascade à la fin de sa vie, tu vois. Par contre je pense qu'à l'inverse, c'est une école qui a pas de limite d'âge, mais je crois qu'elle en a quand même une. Ouais. En fait, c'est-à-dire que peut-être qu'ils prennent des gens jusqu'à plus de 30 ans, etc. Mais je pense qu'à 35 ans, devoir être là tous les jours à 9h et avoir des comptes à rendre, parce que c'est aussi une école un peu infantilisante, quoi. Ouais, ils sont vachement sur ton dos, etc. Enfin, infantilisante, ça paraît négatif, et ça l'est d'ailleurs comme mot, mais voilà, il faut jouer le jeu. Enfin, moi, on a joué les jeux, quoi. Comment ? Peut-être plus maternante. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas si le mot existe.
maternisatrice. Mais si, non, ça me paraît pas mal. Et en tout cas, il y a un côté comme ça et bah ouais, faut jouer le jeu et quand il va, tu le sais quoi. Et c'est un peu comme ça. Et en fait, je pense que les gens qui se sont cassés les dents un peu, c'est les gens qui ont essayé d'aller contre ça ou à qui ça convenait pas du tout. Et là, ouais, c'est l'enfer. Et en fait, je pense que il y a beaucoup de gens plus vieux à qui ça fait ça quoi. Pas forcément, mais il y a des gens. Je pense que ouais, à 30 ans, tu vois. Et par exemple, en vérité, même maintenant, l'idée, moi, de refaire ça me paraît compliqué. Après, je l'ai déjà fait, donc c'est peut-être normal. Mais je pense qu'en fait, c'est bien de le faire dans la continuité des études, malgré tout, quoi. Okay. On m'a beaucoup dit ça, que la première année après l'école, elle est un peu transitoire, et donc elle est compliquée en ça. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vrai, ouais. C'est compliqué. C'est le mot qui me viendrait à l'idée, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que du jour au lendemain, j'ai envie de faire un nouveau truc, j'ai envie d'être ailleurs, enfin je sais pas quoi, et c'est compliqué de savoir comment faire, etc. Et en fait, il faut se connaître aussi, même professionnellement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui... Enfin, tu peux embaucher pour un truc en te disant que c'est le meilleur projet de ta vie, genre, je sais pas, bosser en animation sur le long métrage de je sais pas quoi, parce que t'adores les personnages, parce que t'adores les couleurs, parce que je sais pas quoi, et t'y vas, et puis en fait, c'est pas du tout pour toi de bosser sur un long métrage d'animation, ça t'intéresse pas d'être dans une équipe, ça t'intéresse pas de je sais pas quoi, et tu le savais pas parce que t'y allais juste parce que le film avait l'air super, quoi. Mais en fait, faire le film, c'est pas voir le film, tu vois. C'est ça, voilà. Et genre, avoir aimé le trailer, ça veut pas dire que t'as envie de faire le film, tu vois. Et ainsi de suite, je pense. Et je sais pas, moi je crois que le truc le plus compliqué, pour le coup, ça c'est un autre conseil que je suis déjà en train d'oublier. Ouais, non, pas un conseil, mais un truc qu'on m'a dit que j'ai trouvé super intéressant. C'est Vendry Manouri qui m'a dit ça. Big up à lui. Qui m'a dit que de toute façon on était aussi assez quelque part un peu chouchoutés dans les écoles et particulièrement tu vois, moi j'ai fait l'atelier de Sèvres qui était une école plutôt axée réalisation quoi. En tout cas moi j'étais vraiment ambiance, je fais mes films, je fais mes trucs et bidules. Ensuite j'ai fait la Poudrière où pareil pendant 2 ans on parle de toi et c'est toi qui t'exprimes et t'as toujours ton avis à donner sur les choses et machin, et puis en fait quand tu sors de là tout le monde s'en fout de toi quoi. T'arrives dans l'industrie, bon t'as fait un film de fin d'études, cool, c'est rien. Et ça on le savait d'avance, mais du coup tous les jours au quotidien ça va plus être juste à propos de toi quoi. Surtout quand tu travailles pour un autre film que tu réalises pas, dans lequel t'as même pas un rôle artistique à jouer, etc. Et en fait moi j'avais pas vu ça venir, mais c'est vrai que pendant 5 ans tous les jours je faisais mes trucs et c'était rare que enfin tu vois, il y a des périodes comme ça où on avait des exercices qui étaient un peu contraignants, où je sentais que là c'était pas exactement personnel ce que je faisais, mais bon, tant pis. Néanmoins c'était quand même un truc que tu faisais un peu pour toi, et bah là tu te retrouves à faire des trucs qui sont vraiment pas pour toi, où il s'agit pas de toi, et t'as pas grand chose à voir de près ou de loin avec ce truc, sinon le fait que c'est toi qui poses ton crayon sur la tablette qui le fait quoi. Et en fait c'est pas anodin, je crois. Enfin, c'est pas juste c'est pas juste un truc, c'est pas une transition super facile quoi. Enfin, moi en tout cas, je sais que arriver au travail le matin en me disant attends, mais là je vais pas bosser pour moi, c'était un truc qui était pas. Je pensais pas que ça serait un problème, en fait, c'en était un quoi. Et je sais pas si j'ai la solution d'ailleurs. Je sais pas si. Enfin, là en l'occurrence, je fais le truc pour moi en ce moment, donc j'ai pas ce problème là, mais je sais pas si je l'aurai à nouveau, je sais pas si. Et en fait, ça a généré un stress par exemple chez moi qui était en mode mais attends. C'est comme si tout à coup je m'étais retrouvé à avoir un job alimentaire qui avait rien à voir quoi. Ou genre ou je sais pas, tout à coup je m'étais retrouvé banquier et tous les jours donc je vais à la banque et il s'agit plus du tout de mon travail et tout ça, et bon heureusement c'était quand même du dessin, mais il y a vraiment des profils où c'est de créatif ou de réel ou quoi, où être une petite main sur un projet de long métrage par exemple, ça m'intéresse pas du tout. C'est hors de question. Et il y en a d'autres en fait, elles se disent mais moi en fait arriver à 8h, repartir à 17h. Arriver à 10 quand même plutôt. Arriver à 10, ouais. Dans le monde de l'anime, c'est 9h30, mais. Ouais, ils font leurs heures et après c'est fini. Moi, c'est un truc que j'ai déconstruit un peu. C'est que je crois que j'avais l'impression que c'était un peu la honte de pas. Ou c'était un peu genre prétentieux, tu vois, ou c'était un truc inavouable un peu de se dire que tu voulais pas vraiment être un technicien, quoi. Genre. Enfin, je sais pas, le fait que je veuille vraiment pas trop travailler en fait dans l'industrie, tu vois, en tant que. Je
je sais pas si c'était présomptueux en mode je veux faire que de la réal, etc. Mais je crois pas que ce soit de ça, c'est juste, enfin, que ce soit c'est juste, je crois que c'est pas pour moi quoi, d'être comme ça. Et j'en ai discuté avec une copine qui m'a dit qu'à l'inverse, elle s'était rendu compte, et c'est marrant parce qu'elle avait eu le même à l'inverse, quoi, la même culpabilité un peu. Elle s'est rendue compte, elle, qu'elle n'avait pas du tout envie d'être autrice, quoi. Enfin, c'était pas un truc qui l'intéressait, la réal, l'écriture et tout ça, machin. Elle était trop contente si toute la journée elle anime sur un projet qui est pas le sien, peu importe, s'il y a des personnages qu'elle aime à peu près bien, etc. C'est chouette, quoi. Et puis le mouvement, c'est ce qu'elle aime. Et en fait, c'était assez libérateur le moment où elle s'est rendue compte de ça. Et puis voilà, elle est là, elle travaille, quoi. C'est un travail. À côté de ça, elle a sa vie personnelle. Et de la même manière, je pense que c'est pas parce que c'est. Enfin, je pense qu'à l'inverse, être auteur et être créatif, c'est aussi un truc que tu peux considérer comme un travail, quoi. Bien sûr. Enfin bref, évidemment d'ailleurs. Surtout s'écouter en fait, sur qu'est-ce que tu as envie de faire. Ouais. Mais c'est pas si simple. C'est un peu l'accomplissement d'une vie, je trouve. Ça, voilà. Plutôt. Ouais. On va peut-être te laisser. Ouais, merci beaucoup.